Bienvenue dans Super Potion, je suis Ludovic Mornand et je suis votre host sur ce podcast dédié au branding et marketing des marques de boissons, bières, vins et spiritueux. Je suis à la tête de Studio Blackthorn, l'agence design et branding qui transforme votre marque de boisson en référence de catégorie. Identité visuelle, packaging, stratégie de marque. Aujourd'hui, je reçois Luca Fancello, un profil très intéressant pour notre industrie. D'un côté, il est passionné de bière, il a fondé Brewation, un blog à grosse visibilité sur la bière artisanale et le brassage. De l'autre, c'est un expert pointu du référencement, co-host du podcast Position Zéro et cofondateur de Query, une plateforme révolutionnaire dédiée au GEO, donc le référencement sur les LLM. On a découpé cet échange en deux parties. D'abord, on va se concentrer sur le SEO solide. En tout cas, quelles sont les stratégies concrètes pour placer votre marque en première page de Google. On va parler technique, mais on va essayer quand même d'être clair. Blogging, co-conseil sémantique, maillage interne, tout ça, ça peut paraître barbare ou un peu bizarre, mais on va tout éclaircir pour vous. Ensuite, on basculera sur le futur avec le GEO, comment faire pour que votre produit ou votre marque soit recommandé par ChatGPT, Claude ou Perplexity. Et enfin, on terminera par un cas pratique en live en testant l'outil de Luca sur mon site Super Potion. Pour rien manquer des prochains épisodes, abonnez-vous à Super Potion sur votre plateforme préférée et laissez 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcast. Ça me permet de remonter justement en référencement naturel. Et vu qu'on parle de ça aujourd'hui, on va accueillir Luca. Salut Luca, bienvenue. Salut Ludo, merci beaucoup de m'accueillir et merci pour cette très belle présentation. Eh ben, il n'y a pas de souci. Alors, pour la petite histoire, pour remettre en contexte pour les auditeurs, ça fait très longtemps que je m'intéresse au SEO. Avant, quand j'étais graphiste et que je travaillais pour des web agencies, j'avais mon site en parallèle et du coup, un collègue m'avait formé à l'époque, il y a 15 ans de ça maintenant, au référencement de l'époque. Et du coup, j'ai toujours été à fond dans le référencement naturel, un peu comme un side project qui me permet de mieux me placer. Alors à l'époque, c'était plus simple. Quand on tapait agence de communication, j'étais bien référencé, agence de communication Lyon. J'avais fait un deuxième site en parallèle, plus typé freelance, graphiste. Comme ça, je pouvais me positionner sur différentes requêtes. Donc à l'époque, j'avais deux sites, comme aujourd'hui d'ailleurs, on va le voir un peu plus tard. Mais en tout cas, j'ai toujours été fan du référencement et de tout ce qu'on pouvait faire autour de sa marque et de son entité pour qu'elle soit visible, quoi. Et dernièrement, j'ai eu un peu des problèmes dans ma Search Console de Google, un peu voir un petit peu comment gérer ça, comment mieux être positionné. Alors, sur pas mal de requêtes, j'apparais en sur plusieurs liens, donc sur le podcast Super Potion, sur Studio Blackthorn, en vidéo et en fait sur certaines requêtes, quand on accumule tous ces mots-clés, des fois j'ai 6 liens sur 10 sur la première page, donc ça c'est vraiment cool, mais c'est pas sur toutes les requêtes non plus. Et du coup, ça fait un petit moment que j'écoute des podcasts et je suis tombé sur ton podcast Position Zéro que j'ai trouvé vraiment top et je l'ai un peu bourriné pour être honnête. Et tu parles souvent dans ce podcast-là que tu faisais de la bière, que tu avais un blog sur la bière, donc ça m'a fait tilt. Je me suis dit, mais trop bien en fait, on va t'inviter, on va parler de référencement et tu vas nous parler aussi de ton background sur la bière, etc. Donc trêve de bavardage, déjà, est-ce que tu peux te présenter et nous présenter un petit peu ton background, s'il te plaît? Avec plaisir, merci beaucoup pour ce contexte et merci d'avoir écouté mon podcast. Donc comme tu l'as dit en intro, Luca Fancello, moi j'ai découvert le SEO quand j'étais encore étudiant à Sciences Po à l'époque. Et en fait mon père qui est hôtelier restaurateur, donc tu vois déjà dans le milieu un petit peu de la boisson, on va dire indirectement, il avait besoin de travailler un petit peu son référencement et donc j'ai commencé comme ça. Tu vois, maintenant c'était il y a plus de 10 ans, 2014 je pense, même avant. Ouais, même 2013 à mon avis, donc c'était pareil, tu vois, tu prenais quelques liens, tu optimisais quelques meta titles, donc les titres, hein, qu'on voit directement sur Google pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est et qui nous écoutent. Et en fait, à partir de là, je suis rentré un petit peu là-dedans et puis j'ai commencé à travailler dans ce milieu-là. Et à un moment ensuite, découvert un petit peu plus en détail, on va dire, le monde de la bière artisanale. J'habitais à Barcelone à l'époque. Je suis rentré dans un bar qui s'appelle Napar Beer, qui est une brasserie artisanale, hein, Napar Beer, qui vient de Madrid à la Ah base. mais Ils oui, ont un c'est bar hyper stylé ce qu'ils font. Pour avoir goûté, très, très, ouais, j'aime bien ouais, leur très, branding et ouais, ils sont forts les ouais. Espagnols, hein, carrément. Oui, c'est vrai, totalement. Et tu sais, si tu veux, c'est ce que j'ai remarqué, c'est que tu as des brasseries qui arrivent à travailler à la fois leur image, ça marche très bien, à faire des bons produits aussi, et derrière à avoir une super commercialisation aussi, qui sont déjà trois éléments, si tu les maîtrises, ta marque de boisson a de bonnes chances de fonctionner, je pense. Donc, ouais. Et en fait, à partir de là, on s'était rendu compte avec mon associé, mon futur associé à l'époque,
que, en fait, il y avait beaucoup de brasseries qui étaient bien distribuées localement, mais qui avaient du mal à sortir de leur zone de chalandise, on va dire, de 150 kilomètres, tu vois? Et donc nous, on s'est dit: «Ben, on va créer un site internet et puis on va commencer à vendre, de la bière dessus directement en format marketplace et ce sera les brasseries qui enverront directement». Et ce projet-là, il a duré, quelque temps. Ça s'appelait déjà Brewation à l'époque. La difficulté qu'on avait, c'est que, en fait, la bière, le souci de la bière, c'est que c'est assez cher à envoyer parce que, les frais de livraison sont très chers. La bière, c'est très lourd, mais c'est un produit qui est peu cher. Donc autant sur, une bouteille de vin, éventuellement, tu peux rajouter, 1 € discrètement de 15 à 16 €, peut-être que personne ne verra la différence. Sur une bière, en fait, les frais de livraison sont difficiles à gérer et donc tes coûts d'acquisition sont très faibles et nous, on arrivait malgré le SEO, malgré le monde qu'on attirait déjà, on n'arrivait pas à trouver le bon business model. Là, c'était Et espagnol donc, encore, hein? C'était focus et Espagne? à l'époque, non, c'était en Ah France. d'accord, OK. C'était en France, ouais. On est revenu en France avec mon associé du coup, et c'est comme ça que c'est parti, ouais. OK. Hem Et du coup, après, on a un petit peu transité. On a vendu chez des professionnels pendant quelques temps. Donc là, on a découvert un peu plus le monde de la distribution, et autres. On a remplacé, des cavistes, avec mon associé avec qui on s'entendait bien. Donc on a découvert un peu d'autres marques de boissons, d'autres sujets. Et après, en fait, le problème de la distribution, c'est que tu fais énormément de commercial et moi, ma passion, c'est plutôt le référencement, le marketing. Et du coup, à partir de là, tout est devenu redevenu salarié pendant une période. Moi, je suis parti travailler chez Skyscanner en référencement. Donc là, c'était plus, tu sais, c'était plus l'artisanat où moi, j'ai mes petits sites, je fais mes petits trucs. C'était, OK, c'était un gros niveau, des millions de pages, des millions de clients par jour. Mmh. Donc, pour ceux qui ne sauraient pas, un Skyscanner, c'est un comparateur de vol, d'hôtels et de location de voitures. Et du coup, bah, à côté de ça, j'ai repris le site Brewation et puis j'en ai fait un blog et je l'ai travaillé. Voilà, on le voit en partage d'écran. Ça, il y a énormément d'articles dessus. Alors, il y a des articles sur tous les sujets autour de la bière, tout ce qui peut intéresser un passionné de bière. Voilà, là, tu es sur un article de tireuse à bière, mais il y a aussi des articles sur, le style India Pale Ale, sur comment se former à la biérologie, comment devenir biérologue. Ça peut aller, il y a tellement de sujets dans ce monde-là Ouais. et il y a même une petite formation de biologie sur laquelle tu as cliqué Je vois exactement ça, qu'on ouais. voit en partage d'écran. Donc ouais. Et puis du coup, maintenant, ça fait 7 ans que je suis vraiment spécialisé dans le référencement, que j'ai travaillé comme toi aussi avec, pas mal de sites, dans le monde de la boisson en général, que ce soit des distributeurs, des sites e-commerce de bière, ou pas que de bière d'ailleurs, des audits aussi un petit peu pour des boissons sans alcool aussi pas mal. Mmh. Donc voilà. Et puis maintenant, à côté, en plus, j'ai ouvert, le podcast Position Zéro que tu as écouté et puis ceux qui veulent se renseigner un peu sur le référencement pourront l'écouter et Query du coup qui est un outil GEO, mais ça on en parle plus tard dans la vidéo donc je vais pas forcément en dire beaucoup plus, quoi. OK. Donc là, aujourd'hui, on va dire que tu es consultant en référencement ou SEO, dans le jargon, quoi? Exactement. OK. En fait, si tu veux, aujourd'hui, je dirais que j'ai 3 piliers: consultant, référencement, où aujourd'hui je fais surtout du coaching et de la formation. Un deuxième pilier qui est les médias, du coup, notamment avec, mon podcast Position Zéro, tu vois? On va aussi aller chercher des sponsors, quand on peut. Et puis un dernier pilier qui est plutôt outils, logiciel et du coup qui est ma solution, SaaS qui s'appelle Query, quoi. OK. Ah ouais, un Mmh. entrepreneur, bien, bien muni, quoi. J'avoue que Les journées sont garanties. j'ai pas encore ce côté SaaS, mais ça ne saurait tarder, inch'Allah, mais on verra bien. Ouais. Heu, Je te le souhaite et c'est vrai que le milieu, je pense, du référencement nous permet de découvrir, beaucoup de métiers différents et c'est ce qui est intéressant aussi, quoi. Carrément. Alors, on Et tu vois, sur la casquette média, je pense qu'on en reparlera aussi parce que pour une marque de boisson, avec ou sans alcool, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses très intéressantes à faire, pour en discuter après. ouais, c'est clair, carrément. Et bah, du coup, on entame la partie numéro 1. On va parler un peu des fondations ou même fondations plus, hein, du SEO pour une marque de boisson. Donc, on va parler de stratégie de contenu et au-delà de la fiche produit, j'ai envie de dire. Parce que le constat, c'est clairement quand on est un CEO, un dirigeant ou voire un marketeur, on a sa marque et on sait jamais trop quoi écrire sur un blog de marque. Si je suis vigneron, j'ai tendance à juste mettre mes fiches techniques en ligne. Si je suis distillateur, je vais écrire un billet sur ma présence au prochain salon des spiritueux, stand 45, allez F. Enfin, tu les vois, ces sites où tu vas sur la partie blog et en fait, ça parle que de salon, que de la dernière news de ma propre boîte. Et c'est un peu de l'ego trip, mais c'est pas vraiment du blogging qui va servir à des réelles intentions de recherche en fait.
Donc on va parler un petit peu de ça. Et pour l'avoir dit souvent sur ce podcast, par exemple, quand j'avais interviewé le fondateur d'EaseUp, Mériadec Bushmeller, il m'avait dit, lui, que la page la plus visitée de son site web, c'était les bienfaits de la quinine, il a une marque de tonique. Une tonique. Et du coup, bon, bah, la quinine, c'est l'ingrédient principal. Et au final, la page la plus consultée, c'était celle-là, c'était pas sa page d'accueil. Moi, sur Studio Black Sounds, ma page la plus consultée, c'est pas ma page d'accueil, c'est les tendances spiritueux et boissons 2025, 2026, 2027. Enfin, c'est cette page-là, quoi, qui renvoie du trafic le plus. Ou en gros, toutes les pages tendances. Donc, l'idée, c'est voilà, savoir quoi écrire. Et pour Google, c'est pas assez d'écrire des billets sur son stand et tout. Qu'est-ce qu'une bonne stratégie de blogging dans notre secteur? Qu'est-ce que tu pourrais déjà conseiller euh, à nos auditeurs? Ouais. Bah écoute, je pense qu'il y a deux étapes principales. Il y a une première étape qui est ce qu'on appelle la recherche de mots-clés en SEO, c'est l'identification des mots-clés. Parfois, il y a d'autres termes, l'étude sémantique, ou en tout cas, c'est comprendre vraiment ce que ton audience, elle peut chercher, tu vois. Et j'imagine, je sais pas, tu vois, récemment, j'ai essayé pas mal de boissons sans alcool, comme Juniper récemment, qui font un peu une sorte de gin sans alcool ou autre. Et du coup, je regardais un peu leur stratégie. Et eux, justement, c'est une stratégie très marque. Et l'autre côté, un peu, le côté un peu SEO manque. Et donc, typiquement, bah, pour eux, ce serait analyser, te dire, bah, en fait, qu'est-ce qui va intéresser notre audience? Bah, notre audience, c'est des gens qui veulent sûrement boire du sans alcool. Donc pour ça, il y a peut-être tous les sujets des bienfaits du sans-alcool, alternative à la bière, alternative au gin. En fait, ça, c'est des choses que les gens vont taper sur Google. Et toi, pour pouvoir te positionner là-dessus, il va falloir que tu crées une page dédiée. Ça peut être un article de blog, ça peut être autre chose. Euh, et là, d'ailleurs, je vois qu'ils le font. Tu vois, c'est le cocktail de fête sans alcool. Ouais. En haut à gauche, tu aurais cette recette de cocktail de fête sans alcool. Mhm. Et c'est pareil, du coup, quelqu'un qui est sans alcool, ben, il cherche du sans alcool, il va pas forcément vouloir boire juste ta boisson, tu vois, il va chercher à boire un spritz sans alcool, à boire un mojito sans alcool. Et même si toi, finalement, tu fais pas une boisson qui est un mojito sans alcool, ben, c'est intéressant de le faire pour attirer du monde. Et tu vas attirer ces gens-là à partir de ces mots-clés que tu auras identifiés au préalable. Ok. Euh, Pareil, tu vois, imaginons, tu vois un vigneron dans une région, bah, tu sais que souvent les gens qui vont visiter des vignerons, c'est aussi des gens qui feront peut-être une route des vins. Tu vois, moi je suis en Alsace, donc c'est un sujet que je connais bien. Bah forcément, du coup, tu peux commencer par un premier pilier où tu vas aller créer des pages où tu vas viser vraiment le sujet du vin ou autre encore. Mais après, un autre pilier où tu vas aller viser un petit peu plus les touristes, tu vois. Donc, tu vas pouvoir, par exemple, j'imagine que les gens, ils vont chercher dégustation de vin Strasbourg. Bon, bah, toi, tu vas créer une page dégustation de vin Strasbourg. Tu vas optimiser cette page un peu pour le SEO et du coup, bah, ça va t'attirer du monde qui va venir chez toi. C'est pareil, peut-être que tu vas te dire, bah, les gens qui cherchent des dégustations de vin ou qui viennent, peut-être visiter la ville d'Eguisheim. Tu vois, c'est une ville où, bah, en plus, je sais que tu as des clients vers chez moi, donc tu as dû entendre peut-être certains de tout ça. Même pour les auditeurs, Eguisheim, c'est un peu une ville sur la route des vins en Alsace qui est très connue parce qu'il y a beaucoup de vignerons. Bon, bah, potentiellement, dans ta stratégie de blogging, tu vas faire une page sur cette ville-là pour que les personnes, bah, en fait, elles vont arriver là-dessus et ensuite elles vont me Ah, découvrir et juste sur la ensuite, bah, ville. voilà. Au-delà Par de sa exemple. marque, ouais. Ok. Ouais, au-delà de sa marque, ouais. Et en fait, ça, c'est vraiment, bah, tu sais, on voit le SEO évoluer. Et il y avait une période où, en gros, il y avait très peu de concurrence quand même. Donc, tu créais un contenu sur les sujets principaux, ça suffisait. Même une marque de vin, si elle créait des contenus sur des sujets qui avaient rien à voir, ça pourrait suffire pour se positionner. Et aujourd'hui, ça a quand même beaucoup changé, je trouve. Il faut que tu sois de plus en plus niché et c'est intéressant de couvrir de plus en plus de sujets qui vont toucher un petit peu ton sujet. Donc, tu vois, si tu es un vigneron, bah, potentiellement, des articles sur les villes à visiter dans ta région, ce genre de choses, ça peut être efficace dans ta stratégie de blogging. Ok. Et du coup, ouais, Et après, bah, la deuxième étape, ça c'est les idées. Mais après, pour créer les contenus, créer les pages, il y a un peu, on va dire, cette règle que souvent, quand tu veux viser un mot-clé, il va falloir avoir une page dédiée pour ce mot-clé. Parce que Google veut toujours donner la meilleure réponse possible à un sujet, tu vois. Donc typiquement, bon, ben, une marque sans alcool, bah, tu vois, tu observes sur des outils de mots-clés ou même juste en écoutant tes clients que les gens ils cherchent liste de cocktails sans alcool. Bon, bah, toi, bah, potentiellement, tu fais un article avec une liste de cocktails et tu vas essayer de faire mieux que ce qui existe déjà. Voilà, si les autres proposent 7 recettes et tout le monde propose le mojito sans alcool, le spritz sans alcool et autres,
tu vas peut-être essayer de faire quelque chose de différent, de te différencier et de proposer des recettes que les autres n'ont pas proposées, quoi. Et est-ce que c'est une bonne idée d'utiliser ChatGPT pour lui demander quelle intention de recherche peut avoir à partir de ce mot-clé? Est-ce que c'est une bonne manière de faire pour quelqu'un qui serait vraiment newbie dans le référencement? Ouais. Je pense que ça peut aider, mais il faut quand même apprendre à le faire soi-même parce que les IA ne sont jamais aussi fortes que quand tu es capable de bien les diriger, tu vois? Et franchement, ChatGPT, c'est un très bon outil pour nous aider dans nos tâches, dans le référencement. Même, tu vois, pour trouver des idées, on va dire, tu cherches un peu des idées pour ta stratégie de contenu. Bon, bah, tu te prends un fichier Excel, un fichier Google Sheet, tu commences par réfléchir en numéro 1, bah, qu'est-ce que mes clients, ils veulent savoir, en fait, tu vois, autour de mon sujet? Typiquement, tu vois, tu fais du tonique, ben, les bienfaits de la quinine, tu vois, ça, c'est un très bon exemple. Ensuite, en 2, bah, tu vas peut-être utiliser des outils plus classiques du SEO, des Mangools, SEMrush, Ahrefs pour regarder un petit peu, pour monitorer ça. Et ensuite, en 3, tu peux utiliser ChatGPT pour lui dire, ben voilà, je cherche des idées de contenu à écrire sur ce sujet-là. Qu'est-ce que tu as à me recommander? Et après, une fois que tu as un peu cette liste de priorités, tu vois, de tous les articles que tu veux créer, bah là, il va falloir aller pour chaque sujet, comprendre l'intention de recherche. L'intention de recherche, c'est une personne qui tape ça sur Google, en fait, quelle est son intention, qu'est-ce qu'elle recherche, qu'est-ce qu'elle veut comme réponse. Alors ça, c'est bien d'apprendre à le faire à la main. Bah, pour ça, tu regardes les premiers articles, tu regardes de quoi ça parle et autres. Et sinon, en fait, ChatGPT peut quand même t'aider pour ça, quoi. Franchement, ça peut aider. Ok. Et Mm. quand on parle d'optimiser une page pour un mot-clé spécifique, ça veut dire que plusieurs pages qui tourneraient autour du même mot au sein du même site, ça viendrait se cannibaliser et ça serait contre-productif pour le SEO? Potentiellement, oui, ça peut cannibaliser. Et pour ça, il y a je vais donner deux techniques avec un outil dans le lot. Une première technique que tu peux utiliser, c'est tout simplement, tu tapes les 2 mots-clés sur Google et tu regardes si les résultats sont les mêmes. Si les résultats sont à 100 les mêmes, c'est qu'en général, tu as besoin que d'une page. Tu as pas besoin de 2 pages, tu vois? Donc ça, ce serait peut-être, je vais essayer de trouver un exemple en live. Tu sais, c'est toujours difficile de trouver des Ouais. exemples, mais on va dire, cocktail sans alcool et cocktail sans alcool, bon. Tu vois? Bah, peut-être qu'en fait, une page suffit pour couvrir ces 2 intentions, tu vois? Ok. Et tu regardes et si tu vois que sur Google, c'est les mêmes résultats, bah, c'est que c'est bon. Et tu as un site qui te le fait assez bien, c'est 1-2 pages. Heu et ça te le fait assez bien et tu mets en fait tes 2 requêtes et il va te dire, ben, il te faut une page ou il te faut créer 2 pages. Il y a un risque de cannibalisation ou pas. Ok. Très clair. Et donc on parle toujours d'intention de recherche. Est-ce que tu peux nous expliquer la différence entre quelqu'un qui va taper acheter gin français et comment faire un gin tonic? Enfin, Ouais. sur quoi en fait il faut capitaliser en premier? En gros, ça c'est vraiment la 2e étape. C'est première étape, tu as tes idées et deuxième étape, c'est comme tu l'as dit, l'intention de recherche. Et en gros, l'intention de recherche, c'est quoi l'objectif derrière une requête utilisateur? Tu vois, quelqu'un qui a tapé un truc sur Google, bah, en fait, qu'est-ce qu'il attend? Qu'est-ce qu'il veut comme réponse? Et donc quelqu'un qui tape, «acheter jean français», bah, si vous regardez sur Google, vous allez voir que c'est que des pages e-commerce Mhm. et bah, si vous êtes, une marque de jeans et que vous voulez vous positionner là-dessus, bon, faut que vous soyez une marque de jeans française, quoi. Si vous proposez du jean, écossais, vous allez jamais vous positionner là-dessus. Et d'ailleurs, quand on tape acheter jean français, je pense que les plupart des pages e-commerce qui vont ressortir, elles vont en proposer plusieurs sûrement. Tu vois, si on regarde le premier Vinatis, si tu vas sur sa page, bon là, ceux qui nous écoutent, ils le voient pas, mais on fait un petit partage d'écran en Ouais, même ouais, temps. là vous pouvez regarder l'épisode sur Spotify ou même sur YouTube en vidéo. Donc ce qu'on a souvent sur acheter jean français, enfin je suppose quand on a la requête acheter dans sa recherche, il y a souvent les produits sponsors qui arrivent tout en haut et tu vois les produits déjà. Donc là, Dieu merci, on n'est pas sur Temu parce que je sais pas comment ils font, mais ils ont toujours un truc pour nous happer. Là, on est sur d'autres sites. Mais le premier, donc tu dis, c'est pour toi le premier de la liste, là, c'est Voilà, ça va être Vinatis. une page e-commerce et à mon avis, il va proposer plusieurs jeans pour que tu aies le choix, tu vois? Ouais, Et ouais, c'est le cas, tu vois? Donc là, c'est sa page jean français qui se positionne, là-dessus, quoi. ok. Donc avec le petit laïus au début, c'est pas directement des produits, t'as quand même un petit contexte Ouais. pour expliquer. Et après, bah oui, qu'est-ce que le jean français? Enfin, en gros, c'est logique qu'il soit bien positionné parce qu'il y a une flopée de texte quand même dans cette page-là, c'est ça? Bah, en gros, il y a plusieurs choses qui vont jouer. Une première chose, c'est que là, tu vois, c'est une page avec du jean français, il y a du choix. Donc la page, elle est optimisée, tu vois?
Et en plus de ça, derrière, ils vont optimiser un peu la partie sémantique en mettant du texte et en répondant bien à tout ça, tu vois. Ok. Donc, ouais. Et du coup, donc ça, c'était pour le acheter jean français. Et mon autre requête, c'était Comment faire un jean, je crois que ouais, c'était. ouais, comment faire un Voilà. gin tonic. Et là, pour le coup, on sera ouais, sur des sites plus lifestyle, à mon avis, pas forcément du e-commerce Totalement, ou tu vas être plutôt sur des sites de recettes, ouais, tu vois, recettes de gin tonic. destination cocktail, ouais, avec les people also ask, donc les autres questions de Voilà. Google avec la petite flèche en FAQ. Ouais. Ok. Et tu vois, typiquement, une marque de jean qui voudrait se positionner là-dessus, ben, faudrait créer la page Gin Tonic, pardon, de acheter jean français, où tu mets ton jean du coup, qui est un jean 100% français. Mhm. Et puis à côté, tu ferais une autre page, une page recette, sur ton blog par exemple, pour essayer de te positionner vraiment sur ces deux requêtes, quoi. Et tu vois, ce qui est intéressant, c'est qu'en tapant ça, on a Fever Tree, donc du coup, qui est le tonic le plus connu, qui a sa page là. Donc en gros, ils sont en deuxième lien, hein, enfin troisième lien sur la page. Et si on scrolle un petit peu plus bas, on a Bulle de Ruche aussi, qui sont bien référencés sur cette page. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a aussi des liens YouTube, du Facebook, du Instagram. Là, les vidéos YouTube, elles arrivent très vite. Donc, on va dire, ça va. Je vais venir à mon autre question qui est référencer son site ou avoir des techniques pour Google, c'est bien. Mais qu'est-ce qu'il en est de créer du contenu YouTube justement pour être bien positionné ou sur les réseaux sociaux Ouais. à quel point on doit se focus sur ça aussi principalement? Clairement, mais tu sais, c'est ce que je disais un petit peu aujourd'hui. Moi, ma méthode SEO, c'est ce que j'appelle une méthode média, tu vois. C'est-à-dire que l'objectif, c'est pas que de se positionner sur des requêtes Google ou autres, c'est vraiment de créer un vrai média qui va bénéficier à tes lecteurs parce que tu vas parler de tout sujet et qui va permettre que des gens te découvrent. Et tout ce que tu vas créer finalement comme contenu en vraiment version blogging, bah, tu vas aussi pouvoir le transformer ensuite en vidéo YouTube avec bien sûr les codes de la plateforme et autres encore. Et tu vois, pareil, quand tu tapes une requête sur Google, ce que je dis souvent, c'est que c'est pas juste se positionner dans les 10 liens bleus. Tu vois, se positionner en SEO, c'est les 10 liens bleus. Il y a peut-être du Google Shopping, donc tu as peut-être un travail à faire là-dessus. Troisièmement, tu as du YouTube parfois qui apparaît sur certaines requêtes. Donc tu as peut-être une vidéo YouTube à créer pour te positionner là-dessus. Maintenant, c'est ce que tu as dit avant, il y a même des vidéos courtes qui se positionnent. Donc en fait, pour faire vraiment les deux, euh, toute la question ensuite, c'est la priorité, la priorisation. Moi, je trouve que c'est bien de commencer par le contenu vraiment purement blogging, parce que c'est un contenu que tu peux partager en newsletter ensuite. C'est un contenu qui va te permettre de te positionner en SEO et autres. Et ensuite, de petit à petit, ben, aller analyser chacune de ces requêtes, voir ce qui ressort et puis t'adapter par rapport à ça, quoi. Ok, très clair. Mm. Et là, par exemple, tu vois, j'ai tapé tendance boisson 2025. Il y a mon site qui apparaît tout en haut avec le petit paragraphe qui va bien. Donc, quand je vais dessus, hop, ça m'amène sur ma page la plus visitée. Et d'ailleurs, j'avais jamais vu, mais ça colorie le passage. Ouais, je l'avais pas vu ça. Et alors là, c'est bien beau d'avoir un site comme ça avec plein d'infos. Sauf que quand je vois le taux de rebond de cette page, je pète un câble parce que je me dis qu'il y a beaucoup de gens qui la visitent. Il n'y a pas beaucoup de gens qui cliquent après sur contact et qui me laissent un message. Donc le ratio, il est vraiment faible. Euh, pour toi, même si cette page, elle est bien faite, il y a des images, il y a une FAQ, il y a un sommaire, etc. Qu'est-ce qui fait bien convertir une page une fois qu'il y a du trafic dessus? Mm. C'est une excellente question. Et on pourrait en parler pendant des heures de ce sujet. Je pense qu'il y a une première chose, c'est que il faut que les personnes qui arrivent sur la page obtiennent la réponse rapidement à leurs questions. Tu vois, donc là, typiquement, la page que tu montes, c'est une page tendance 2025 boisson. Ouais. Bon, bah, au-dessus de l'article, tu vois, vraiment en en-tête quasiment, après ton intro, bah, tu vas résumer les principales tendances. Tu vois, comme ça, les gens vont arriver, ils vont rapidement avoir leur réponse. Et d'ailleurs, ah, ça, c'est plus le sommaire. Je regarde si tu l'avais Ouais, fait. bah dans le sommaire, il y Euh, a en quelque sorte, c'est un résumé de toutes les tendances, le sommaire, hein. ouais. Mais peut-être que ça suffit pas. Ouais, moi, peut-être, je t'inviterais à mettre un petit, tu sais, ce qu'en anglais, on appelle too long to read, Ouais, qui est un peu un TLDR. résumé en haut de page où tu vas expliquer un petit peu ce que c'est, quoi. Ok. Ouais, moi je le faisais plutôt en conclusion. Généralement, c'est les Ouais. conclusions qui font ça. Mais du coup, la technique, c'est de mettre la conclusion en intro? Oui, Ok.
Alors pas de mettre la conclusion en intro, mais en tout cas de mettre un petit résumé, ouais, le plus haut possible. Ok. Parce qu'en fait, on se rend compte qu'aujourd'hui, quand même, il y a une certaine fainéantise, on va dire, dans la Ah lecture ouais. des contenus et dans la consommation. Surtout qu'à côté, tu vois, aujourd'hui, quand tu écris un article de blog, bah, tu es en concurrence avec le temps de la personne n'est pas extensible. Donc, en fait, tu es peut-être en concurrence en même temps avec quelqu'un qui va sur Instagram et du coup, qui va se dire, bah, est-ce que je lis cet article ou est-ce que je passe 10 minutes à regarder des shorts, tu vois, ou des reels ou quelque chose comme ça, quoi. Ok. Et après, sur la conversion aussi, je pense qu'il faut comprendre qu'il y a différents types de conversion. Tu vois, typiquement, là, ce que tu m'as montré, c'est un article tendance et toi, tu attends que potentiellement les gens te contactent ensuite. Alors que je pense que sur un article tendance, les gens ne vont peut-être pas être dans un truc où ils veulent te contacter pour avoir une prestation, Hmm. tu vois? En gros, ils se disent: «OK, moi, je suis spécialiste de la boisson, je travaille au marketing d'une boisson sans alcool et je veux me préparer un peu à l'an prochain. Bon, bah, je vais aller lire les tendances, mais tu vois, je suis pas dans une dynamique où je veux contacter la personne et avoir une prestation et prestation de communication ou autre, hein, ce que tu fais avec Studio Black Sound, mais plutôt peut-être dans quelqu'un qui il y a un article très long, donc tu pourrais lui proposer peut-être de le télécharger, tu vois? Hmm. Et du coup, tu aurais une micro conversion parce que tu récupérerais peut-être un email et ça te permettrait ensuite de travailler un petit peu cet email-là sur le long terme, tu Bah, vois? clairement, c'est ce que j'avais fait à l'époque quand j'ai commencé ces articles de tendance. C'était pour me faire connaître et pour avoir cette autorité dans le domaine parce que bah, je suis arrivé dans cette niche et personne connaissait mon travail ou qui j'étais. Et au final, ça a commencé à ranker dans Google, c'est ce long article. Et au bout d'un moment, je me suis rendu compte que bah, ça rankait dans Google et les gens lisaient puis repartaient. Donc au bout d'un moment, je me suis dit, OK, je cut les 70% de l'article et je fais un PDF que je vends. Et au final, Mmh. bah, ça marchait. En fait, les gens l'achetaient. Donc Mieux. ouais, ça faisait un petit quelque chose en plus. Donc oui, il peut y avoir ça, transformer son article en e-book. Maintenant qu'il y a ChatGPT et les IA, bah, l'achat d'e-book est moindre. Vraiment, je l'ai vraiment constaté sur Mmh. 2025. 2023, 2024, c'était vraiment très cool. 2025, pas grand-chose. Ce qui fait que tu te dis, il faudrait quoi? Il faudrait que je crée un SaaS autour de la tendance conso et qu'au final, un marketeur utilise un outil plus que me demande une presta. Enfin, l'idée, c'est d'arriver à switcher un petit peu peut-être la manière de penser des gens Mmh. et de leur proposer un outil sympa plutôt qu'une prestation réelle de branding ou rebranding. Il y a peut-être cette idée aussi. Il y a peut-être cette idée, ouais, exactement. L'avantage potentiellement d'un logiciel, c'est que du coup, souvent ça se fait par abonnement, tu vois? Donc il y a quand même cet avantage qui est quelque chose d'assez intéressant. Tu pourrais avoir, de la formation aussi de comment tu suis les tendances, tu vois? Et les gens pourraient peut-être s'abonner à une newsletter des tendances et des actus, tu vois? Ça, c'est un truc qui monte un peu et qui pousse un peu. Et ça, je pense que ça pourrait être intéressant et tu vois, du coup, c'est tu vends un abonnement, mais sans vendre un logiciel. Parce qu'un logiciel, faut quand même le développer et autres, ça prend quand même pas mal de temps, quoi. Ouais, ok. Hem Et même, tu vois, cet article tendance, moi, pour les avoir lus plusieurs fois, c'est quand même des très beaux articles. Je pense que tu aurais intérêt à, utiliser d'autres canaux, tu vois, comme LinkedIn pour les partager, Hmm. mais pas juste les partager une fois, vraiment, tu vois, en faire presque ta martingale que tu vas utiliser, réutiliser, réutiliser. Potentiellement, YouTube, tu vois, faire une vidéo où voilà, tu te mets en partage d'écran et tu lis presque le truc, ou tu l'expliques, tu parles de chaque tendance. Mais je pense que tout ça, vraiment, ça pourrait être, très intéressant Ouais, pour ça, je toi. l'ai fait pas mal de fois au final. Pour les années précédentes, en Mmh. tout cas, ouais. De toute façon, il y a toujours les podcasts tendances de l'année suivante et c'est toujours les podcasts les plus écoutés. Enfin, dans tous les cas. C'est pour ça que cette requête est importante pour le trafic ou peut-être pour l'autorité, mais c'est pas ce qui convertit le plus, bizarrement. Donc, mais Mais tu vois, ça, c'est un bon point aussi, c'est que, pendant longtemps, on a vu un peu le SEO, une requête, tu te positionnes, ça clique, ça achète, tu vois? Alors que et ça, on appelle parfois ça en anglais le last touch, tu vois? Donc c'est-à-dire le dernier clic, bah, c'est celui qui a causé le truc et en fait, aujourd'hui, on est quand même dans un système où parfois, tu as du monde qui va te voir 20 fois avant de te contacter, tu vois? Et même moi, je m'en rends compte cette année-là sur vraiment la prestation SEO, il y a des personnes, j'ai fait une conférence il y a 5 ans, ils ont continué à me suivre, ils ont dû lire, 300 de mes posts LinkedIn, écouter 20 de mes podcasts,
Et en fait, ils ont converti 5 ans après, tu vois? Ouais, ça m'est arrivé Donc la même, ouais. tu le temps que ça peut prendre, quoi. Mmh. Carrément. OK. Et même une marque de boisson doit le comprendre aussi ça, tu vois? C'est qu'en fait, tu essayes de faire du volume en faisant de la qualité, bien sûr, mais il faut que les gens te voient un maximum sur un grand nombre de plateformes, hem, sur un grand nombre de requêtes Google pour que ça crée de la confiance et qu'on te dise: «OK, une personne, voilà, c'est une marque, je peux faire confiance et je peux essayer, quoi». OK. Mmh. Je te propose de parler un petit peu plus, technique. Il y a un terme qui revient souvent dans vos podcasts, c'est le mot cocon sémantique. Il est chelou ce mot qui est au final, j'aimerais bien qu'on contextualise, et qu'on vulgarise le concept de topic cluster ou de cocon. Hem, Est-ce que tu peux nous imager ça, clairement, de quoi on parle et à quoi ça pourrait servir? Comment on organise ces pages pour devenir une autorité, sur un sujet précis, comme le rhum ou la bière craft, par exemple? Oui. Avec plaisir. Alors ça, c'est un grand sujet. Alors, faut savoir qu'en fait, c'est des méthodes qui ont des points communs, mais qui ont à chaque fois été inventées par des personnes différentes. Donc, par exemple, le cocon sémantique, c'est un concept qui a été créé par un référenceur français qui s'appelle Laurent Borelli, qui est un peu celui qui a créé ce concept-là. Le topic cluster, il y a beaucoup de points communs, mais le topic cluster, ça a été inventé par HubSpot, qui est un logiciel anglophone. Sûrement beaucoup de gens ont déjà entendu parler. Euh, En gros, je vais vraiment résumer le principe parce qu'il y a plein de sous-idées en fait dans leur concept. En gros, le principe, c'est que tu vas prendre un nombre de requêtes Google ou juste de requêtes que tu imagines que tes clients vont taper et tu vas aller créer différents contenus. Et dans ces contenus-là, il va y avoir différents contenus. Il va y avoir des contenus qu'on appelle piliers, c'est-à-dire c'est vraiment le contenu central. Donc typiquement, tu vois, sur un sujet de bière craft, tu vas créer un contenu central sur l'IPA. Tu vois, l'India Pale Ale, tu vas faire vraiment le grand article ultra détaillé sur l'India Pale Ale. Et en fait, dans cet article, tu vas mettre des liens vers des sous-articles. Donc, par exemple, quand tu vas parler d'India Pale Ale, bon, bah, dans ton article, tu vas parler de Session IPA, qui est un autre style de bière qui est dérivé du style India Pale Ale. Et donc, en quelque sorte, tu as ta page pilier, parfois on dit la page mère, parfois on dit, il y a plein de noms, qui va être la grande page IPA, et ensuite tu vas faire plein de sous-articles. Ta page pilier, la page principale, India Pale Ale, elle va mettre un lien vers sa fille, son fils, qui va être la page Session IPA. Et l'autre va faire la même chose dans l'autre sens, tu vois? Et tu vas le faire à partir de là. Et en fait, c'est cette idée de créer en quelque sorte, c'est pour ça qu'il y a l'idée de cocon, tu vois? C'est-à-dire que c'est un petit peu un environnement que tu vas créer autour d'un sujet sur ton site. Mmh. En gros, c'est Un ça. hub, quoi. Et je pense la première chose vraiment à comprendre, c'est cette idée un peu de volume, tu vois? Où c'est pas juste tu crées, un contenu et on voit ce qui se passe, tu vois? Tu crées le contenu sur, ta présence dans le hall 417, à l'événement, je ne sais quoi. C'est vraiment tu te dis: «OK, qu'est-ce qui intéresse mon client? Qu'est-ce qui intéresse ma cliente, mes prospects?» Bon, bah, moi, j'ai une marque de bière craft. Bon, bah, je me fais une page India Pale Ale, une page Pils, une page bière blonde ou autre. Ils vont tous relier vers une page style de bière où je vais présenter tous les styles de bière. Tu vois, il y a plein de choses comme ça que tu pourrais faire. Et c'est un petit peu ça l'idée de créer des environnements de contenu un petit peu. Et souvent, on appelle ça un cocon, parfois un topic cluster. Voilà, c'est un peu ça. Il y a plein de sous-idées encore, mais je pense pour vraiment résumer de manière globale, c'est ça. Et est-ce qu'un cocon peut déjà être très niché? Et est-ce que c'est d'ailleurs une meilleure idée? Parce que là, je Mhm. vois plein de gens nous écouter et se dire, bon, bah, je vais aller sur Claude ou ChatGPT, je vais écrire l'histoire de l'IPA, et puis après, je vais générer plein d'articles sur la session IPA, enfin tous les styles d'IPA, quoi, la White IPA et compagnie. Et voilà, je vais mettre ça et je vais ranker dans Google, et du coup, je vais avoir du trafic, sauf que tout le monde peut le faire. Google va peut-être potentiellement te bâcher si tu fais ça. C'est quoi vraiment les bonnes pratiques, quoi, pour faire ça? Mhm. Ouais. Alors ça peut être très niché, hein. Honnêtement, tu peux le nicher un maximum. Tu vois, typiquement, avant, on parlait de spiritueux sans alcool, par exemple. Bon, bah, tu pourrais faire un cocon sur les cocktails, tu vois, où tu vas faire une page de cocktails sans alcool, où il y aura plein de cocktails, une trentaine, et ensuite faire une petite page ensuite à chaque fois sur chacun des cocktails. Et ensuite, tu vas pouvoir faire encore un autre cocon à côté, comment préparer des cocktails sans alcool, comment inventer des cocktails sans alcool. Tu pourrais faire tout ça. Mais sur chacune de ces pages, quand même, tu as ton objectif à chaque fois de la positionner sur Google, donc de la ranker, comme on dit en anglais.
Et pour la positionner sur Google, c'est là que le challenge commence. Parce que, en gros, créer un contenu basique avec Claude, tout le monde peut le faire. Mais créer vraiment un contenu de qualité, ça, c'est quelque chose que tout le monde ne peut pas faire. Et il faut un petit peu apprendre des skills là-dessus. Sur un contenu de qualité, je dirais, il y a différents points. Il y a une première chose, c'est comprendre l'intention de recherche. Que veut la personne? Et ça, on en a parlé en début de podcast. On en reparlera, je pense, un petit peu plus tard. Donc ça, c'est la première chose. Que veut la personne qui tape ça? La deuxième chose, c'est de réussir à apporter en quelque sorte ce qu'on appelle un gain d'information. Donc, c'est-à-dire que toi, si tu veux te positionner, il va falloir apporter quelque chose que les autres n'ont pas fait avant toi. Donc, tu vois, tu regardes la liste des pages qui se positionnent sur Google et tu te dis, comment est-ce que je peux faire pour apporter quelque chose que les autres n'ont pas fait? Alors, tu peux apporter une nouvelle variante sur la recette. Peut-être qu'il y a une question auxquelles les autres n'ont pas répondu et toi, tu pourrais y répondre. Tu vois, par exemple, je sais pas, moi, je me souviens, j'avais fait un article sur un blog sur le jean, dont l'idée c'était comment fabriquer du jean. Tu vois, comment tu peux faire ton jean chez toi à la maison. Et en fait, j'ai remarqué que le calcul de la densité de l'alcool et autres, personne ne savait le faire et personne ne te montrait comment le faire. Donc, j'en ai parlé et ça m'a permis de me positionner beaucoup mieux. Et pendant des années, j'étais premier sur cette requête. Tu vois, parce que je l'expliquais de manière plus profonde que tout ce que les autres avaient fait jusque-là. Ok. Alors sur des cocktails, ça peut être difficile. Mais sur des cocktails, tu peux ajouter plein de choses. Tu peux ajouter ta petite technique secrète. Tu peux ajouter l'avis du barman du Ritz avec qui tu as fait un échange de liens ou j'en sais rien, quelque chose comme ça, quoi. Tu vois? Et t'as pas Une vidéo. tu peux pas être considéré aussi comme un blog de recettes au bout d'un moment? Si tu as une marque et que tu fais plein de cocktails et plein de recettes cocktails sur ton site, on peut pas, Google va pas considérer qu'au final, tu es juste un blog de recettes et que ça soit contre-productif aussi? Non, je pense pas parce que la personne, ça reste quelque chose qui vise ton audience. Tu vois, en fait, c'est ça qu'il faut garder en tête, de dire est-ce que ça va intéresser mon audience? Et tout ce qui peut intéresser ton audience vaut le coup d'être traité sur ton site de manière qualitative. Tu vois? Ok. Ouais. Et tu vois, c'est pareil, on pourrait se dire, moi, le blog sur la bière, je parle de tireuse à bière, je parle de style de bière. Bon, on pourrait se dire, est-ce que, en fait, on va pas être catégorisé dans un sujet plutôt que l'autre? Mais en fait, au final, mon lecteur, ma lectrice, c'est les personnes qui sont passionnées de bière. Donc, en fait, il y en a qui vont chercher une tireuse pour l'avoir chez eux et d'autres qui vont chercher à goûter des IPA ou autre encore. Et c'est quoi ta requête phare des gens qui visitent ton site, pour le coup? Et ben aujourd'hui, figure-toi qu'une des requêtes les plus recherchées qui me ramène le plus de monde, c'est la requête marque de bière. Donc, c'est des gens qui cherchent des listes de marques de bière pour découvrir les marques de bière. Et c'est une des requêtes qui me rapporte le plus de monde. Ok. Et ils arrivent sur quel article au final? Ils arrivent sur une page présentation de 35 marques de bière, où je parle de marques de bière historiques, je parle de plein de marques de bière dessus directement. Ok. Effectivement, là, quand je vois marque de bière, en premier, il y a Sans Alcool Shop. Voilà, la première image que tu vois en haut à gauche, c'est la mienne. Et Sans Alcool Shop a réussi à me remplacer à cette Et place-là. c'est bizarre, ils ont pris la même image du coup pour que cette Alors, image soit soit ils m'ont là? piqué mon image, soit Google a continué à utiliser mon image. Ouais. C'est Ah ça. bah Et si tu Brunation, ouais, cliques. d'accord. Ouais, voilà. Ouais. C'est étrange, j'avais jamais vu qu'il y avait un côté splitté en deux qui pouvait ne pas t'amener sur le même site suivant sur ce quoi tu Ouais. cliques, ouais. Ah parce que Mm. Bonial, tu vois, pareil, ça va pas être le même site que ce qu'on voit là. Donc en gros, là, c'est D'accord. trois liens différents dans un même espace, quoi, au Ouais, final. ouais, Et là, quand on c'est ça. scrolle, tu es juste ici, donc ouais, marque de bière, Voilà. présentation de 35 Mm. marques de bière. Et ça, tu t'es dit direct, ça va être un contenu qui va ranker. Enfin, ou t'as testé des choses. C'est un labo pour toi d'expérimentation, ce site aussi. Totalement. C'est totalement un labo et sur celui-là, j'ai testé plusieurs choses. La première chose, c'est que quand j'ai tapé marque de bière, moi, sur Google, j'ai vu qu'il y avait un manque et qu'il y avait personne il n'y avait pas vraiment de liste de marques et autres. Alors que moi, je comprenais que les gens, quand ils tapaient ça, ils voulaient une liste de marques et potentiellement lire un peu des choses sur différentes marques. Donc ça, c'est la Mhm. première chose que j'ai testée et déjà, ça a bien marché. Ensuite, j'ai vu aussi que sur cet article-là, je l'ai réécrit en 2024. Je crois qu'il y a la date tout en haut. Et j'ai vu que sur cet article, en fait, je perdais beaucoup de positions. Donc, je me suis demandé ce qui s'était passé. La première chose que j'ai changé, c'est, voilà, août 11 2024, Ouais. que j'ai changé, c'est optimiser beaucoup plus ce qu'on appelle la sémantique. Le principe de la sémantique, c'est qu'en gros, quand tu veux viser un mot-clé, Google, c'est des robots, hein, donc eux, ils s'attendent à voir du vocabulaire précis.
Donc, quand tu vises marque de bière, ben, Google va s'attendre à voir Cronenbourg, Météor, Licorne ou autre. Alors, moi, j'ai un partenaire qui s'appelle Tot SEO, qui est un outil qui sert à ça, qui te permet d'optimiser. Je sais que maintenant, tu es utilisateur aussi, donc THOT, ouais. c'est très cool. Voilà, Ouais. THOT. Et donc, lui, cet outil, il va te dire, bah, en gros, quand tu veux viser ce mot-clé-là, il va falloir que tu utilises tel terme ou tel terme. Et toi, ça te permet de travailler tes optimisations. Et ensuite, autre chose aussi que j'ai remarqué, c'est que cet article-là, tu vois, là, tu vois, on est en novembre 2025, je ne l'ai pas mis à jour. Et en fait, c'est trop tard. Donc, c'est un article qui demande des mises à jour très régulières Mm. si tu veux rester positionné dans la page de résultats Google. Et tu vois, c'est pareil, j'ai ajouté le tableau récapitulatif au début pour ceux qui sont pressés. En fait, ce que j'ai constaté souvent aussi, c'est que tu as des personnes qui lisent tes articles et qui ont besoin de connaître une liste de marques de bière, tu vois, où s'ils cherchent une marque de bière précise et autres. Et donc là, en ayant ça, ça me permet directement de répondre à leur intention et qu'ils trouvent tout ce dont ils ont besoin. Et le tableau, c'est pas un bon délire pour ChatGPT aussi? Ils sont pas friands de Si, en tableaux, plus. des IA? En fait, pour les IA, c'est très facile à recracher, quoi. Ouais. Ils viennent, ils récupèrent le contenu et ils peuvent le recracher tel quel et quasiment. Ok. Et j'avais une autre question aussi sur les mots en gras. Moi, j'ai toujours trouvé ça moche, un article avec des mots en gras. Et en même temps, bah, pour les gens qui lisent en diagonale, c'est-à-dire 99% des internautes, c'est bien. Et j'ai l'impression que c'est bien aussi pour les moteurs de recherche. Est-ce que toi, tu conseilles de toujours garder cette idée des mots forts sont mis en gras ou c'est juste comme on veut? Oui, je conseille. Je conseille parce que déjà, c'est plus lisible pour les personnes qui le lisent. Même si nous, parfois, ça peut ne pas correspondre à nos goûts. Et en plus, le bold peut aussi, donc le gras, hein, peut aussi aider Google à remarquer quel terme tu as mis en avant essentiellement. Tu vois. Ok, Donc, ça sert aussi à ce niveau-là. intéressant. Euh, Et tu as des outils, même Tot SEO va te recommander les mots-clés qu'il faut mettre en gras, tu vois, par rapport aux mots-clés qu'il va juger importants par rapport à ça. d'accord. Mm. Et du coup, tu le mentionnais juste avant, le maillage interne, hein, qui a aussi un gros pouvoir en SEO. C'est souvent l'élément le plus négligé. Et moi, ce que je fais souvent, c'est quand j'écris un nouvel article, je pense bien aller dans mes articles précédents pour faire un lien entre mes articles précédents et mon nouvel article que je viens de mettre en ligne, et vice-versa. Est-ce que tu aurais des choses à dire vis-à-vis du maillage interne ou des astuces à partager? Yes. Avec grand plaisir. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que du coup, parfois, tu as fait le meilleur article possible, tu vois, c'est pour revenir à l'étape d'avant, mais ça suffit pas pour te positionner. Parce qu'en gros, c'est pas les seuls critères, tu vois, c'est pas parce que tu fais juste un article qui est mieux que les autres, tu vas te positionner, ça suffit pas. Et pour ça, il faut savoir que Google, quand ça a été créé, en fait, ils se sont demandé, ben, comment, c'est en 1998, hein, 99 peut-être, je sais même plus, comment est-ce qu'on peut recommander un contenu plutôt qu'un autre, tu vois? Et ce qu'ils ont constaté, c'est que les contenus les meilleurs, c'est toujours ceux qui obtiennent le plus de liens. Donc, qui obtiennent des liens au sein d'un site ou qui obtiennent des liens depuis des sites extérieurs. Ça, c'est les backlinks et on en parlera après. Et du coup, bah, ce que Google a, entre guillemets, créé, c'est une métrique qui s'appelle le PageRank, dont certains en auront peut-être déjà entendu parler. Et je vais vraiment simplifier ce sujet-là. Le principe du PageRank, c'est de mesurer le nombre de liens qui viennent vers une page et de donner en quelque sorte des votes, une note. Et à partir du nombre de liens qui vont vers une page, bah, ça lui donne plus de puissance. Parfois, on utilise le terme de jus. Pour ça, tu vois, le jus SEO qui est transmis d'une page à l'autre, quoi. Et tout ça pour dire que du coup, bah, c'est très important quand vous avez une page que vous jugez importante ou qui doit être importante pour votre business, bah, il faut qu'elle reçoive beaucoup de liens. Et donc pour ça, j'ai pas mal de conseils. Déjà, le premier conseil, c'est qu'on sait aujourd'hui qu'un lien qui est sémantiquement proche marche mieux qu'un lien qui est éloigné. Donc, c'est-à-dire un lien entre deux pages du même sujet ou deux pages d'un sujet proche ou connexe, eh bien, ça a un intérêt de faire des liens entre ces deux pages. Ce qui semble logique, Typiquement, en fait. ça semble logique parce que Google, en fait, ils essayent de mesurer comme des humains le mesureraient, tu vois. Donc, si quelqu'un lit une page tireuse à bière et que dedans, sa page parle de la tireuse Perfect Draft, on va mettre un lien vers la tireuse Perfect Draft, c'est quelque chose d'entièrement logique et en plus, ça va donner envie de cliquer. Et donc ça, c'est le premier conseil, c'est déjà réfléchir un peu sémantique et se dire on met des liens proches entre pages qui viennent d'un même sujet et d'un sujet proche. Deuxième conseil aussi qu'il faut comprendre, c'est que les pages ont besoin de recevoir du lien et parfois elles ont besoin de recevoir beaucoup de liens. Et ce qui arrive parfois, c'est que bah, forcément, il ne faut pas remplir trop son menu parce que sinon, ça part dans tous les sens et ça ressemble plus à rien. Ne faites pas ça, ça c'est un autre conseil que je donne.
Mais du coup, ce qui arrive parfois, c'est qu'on a des pages qui sont faibles en lien. Donc, c'est des pages qu'on juge importantes. Et en fait, on va leur donner très, très peu de liens, très, très peu de maillage interne. Ça, c'est quelque chose de facile à corriger. Vous prenez les pages qui sont les plus importantes pour vous sur votre site et vous essayez de les mailler un maximum et de créer peut-être un petit univers comme on en a parlé avant, un petit environnement. Tiens, par exemple, ma page jean français, elle est très importante. Bon, tiens, je vais créer une trentaine de petits articles qui vont chacun donner un lien vers cette page et qui vont être proches. Quelle est l'histoire du jean français? Qui est le premier à avoir fait du jean français depuis les années 70? Présentation de Citadel, le jean français, et autres encore. Et tu vas à chaque fois mettre un petit lien vers ta page de vente jean Et français le but de ces articles, pour lui donner du lien. c'est pas que eux soient référencés, c'est juste de donner du jus à cet hôte-là, c'est ça? Le but est double, on va dire. Ouais. Si tu arrives à bien les référencer et bien les positionner, c'est encore mieux parce que ça double le trafic. Mais l'idée, c'est aussi de donner du lien, du maillage interne vers tes pages importantes, quoi. Mm. Ok. Et il y a aussi l'idée, que je vois souvent en SEO, qu'on aurait trop de contenu et que des fois c'est bénéfique de les supprimer plus que de les garder. Oui. Et des fois ça peut même faire remonter le site si tu supprimes les bons articles qui servent plus à rien sur ton site. Comment détecter ça? Comment savoir si ton article est nul et qu'il faut le supprimer? Ça, c'est une technique, tu vois, qui ne marchait pas avant et qui marche très bien depuis 2025, où l'effet parfois est presque immédiat. Bon, on l'a vu sur des sites où on fait ça et d'un coup, il y a un pic. Comment savoir? Déjà, tu le vois parce que tu vois qu'il y a une baisse de trafic sur ton site. Donc pour ça, tu utilises la Google Search Console, par exemple, et tu vois que tu regardes ta position moyenne. Alors la position moyenne, on le sait, les moyennes, c'est pas toujours parfait, mais c'est déjà un bon début. Et tu vois que ton site est en baisse et que ton site est en baisse de trafic et que ton trafic SEO baisse. À partir de là, qu'est-ce que tu regardes? Tu regardes quelles pages sont en train de baisser. Déjà, ça va te donner un bon indicateur. Les pages qui sont en train de baisser, tu vas te demander, est-ce que ça vaut le coup de les mettre à jour? Et du coup, de réussir à remonter et à me repositionner. Tu vois, c'était mon cas avec la page marque de bière, tu Mhm. vois, où je me suis dit, cette page-là, tac, je vais la renforcer et je vais la repositionner. Ou alors, parfois, tu as des pages où tu te dis, en fait, ces pages ne servent plus à rien. Et donc, tu vas supprimer ces pages et les rediriger. Il y a aussi un outil qui s'appelle My Ranking Metrics qui a créé différents indices qui marchent assez bien pour cette technique. Ils ont notamment l'indice zombie, tu vois, qui va te dire que la page, c'est une page zombie et que il faut la prioriser dans ta mise à jour et autres, tu vois. Ok. Mais pour ceux qui n'ont pas d'outils, franchement, vous prenez la Search Console, vous regardez les pages qui sont en baisse, et puis ces pages-là, vous décidez pour chacune de ces pages quelle est la meilleure solution, le meilleur choix à faire. Puis si vous doutez un peu, vous nous appelez, Ludo et moi, et puis on vous aide, quoi. Mais et tu dis les supprimer puis les rediriger vers le contact, vers la page qui correspond le mieux. Moi, par exemple, tu vois, j'ai créé un article sur l'IA, les agents IA, en disant que c'est le truc de 2025, machin. J'ai créé ça l'année dernière. Et en fait, cette page, elle a hyper bien marché. Elle fait le même trafic que ma page des tendances spiritueuses. Sauf que du coup, dans les recherches qui ont été faites pour venir sur mon site, il y a agent IA, etc. Ce qui n'est pas du tout des gens que j'ai envie de voir sur mon site parce que ça va pas du tout m'apporter des clients. Et du coup, j'ai l'impression que Google a fini par transformer mon site en étant un mix entre un consultant en IA générative et un Oui. prestataire de packaging design. Donc du Oui. coup, je me dis, il y a forcément des pages qu'il faut que je supprime pour rééquilibrer ce truc et dire à Google, je suis bien une agence de com. Mais cette page fait tellement de trafic que je trouve que ce serait trop dommage de la supprimer. Donc, pour ce genre de page, toi, tu la supprimerais, tu la rediriges ou tu la réécrirais en l'orientant vers le packaging et l'IA, par exemple, pour garder quand même ce côté. Tu vois ce que je veux dire? Des fois, on ne sait pas trop. Ouais, c'est un choix très difficile pour toi. Moi, ce que je ferais, c'est qu'une page qui fait du trafic, j'aime pas la supprimer parce que je trouve que c'est vraiment dommage. Et c'est vraiment se couper un peu de quelque chose. Et donc, ce que je ferais, c'est effectivement la réécrire et la tourner plus vers ton sujet principal. Tu Hmm. vois? Ouais, c'est ce. Mais totalement. Ça, c'est un choix pas facile. Alors, souvent, ce qu'on appelle, ce que tu racontais un peu avant de supprimer des pages, en anglais, on appelle ça le content pruning. Ça veut dire élagage de contenu. Et ça, souvent, ça se fait sur des pages en perte de vitesse, tu vois. Alors que toi, tu es sur un cas où cette page, elle est presque en prise de vitesse encore. Et donc, c'est dommage de la supprimer.
Et moi, j'aurais plutôt tendance à la refaire et à la tourner un peu plus vers ce que tu fais toi. OK. Et pareil, là, on est peut-être un peu plus dans la technique, mais quand on crée un site web, on a ce qu'on appelle, bon, c'est facile avec WordPress et des plugins comme Yoast SEO, on a des sitemaps qui sont créés, donc c'est un fichier XML, donc souvent c'est le nom du site, .com, .fr/ sitemap.xml. Et là, c'est vraiment une liste de toutes les pages que contiennent ton site. Et on voit que le robot Google a mouliné pour référencer telle ou telle ou telle page à telle date. Et au final, je suppose que les dates les plus anciennes, il faut faire quelque chose avec ces dates-là, soit les réécrire, soit les supprimer, soit les rediriger vers. Je ne sais pas si tu as Mmh. des tips là-dessus. Ouais. Ouais, c'est une bonne question aussi. Alors, hem, souvent quand les robots de Google viennent peu et qu'ils jugent qu'ils n'ont pas trop de raisons de venir chez toi. C'est-à-dire qu'ils jugent que tu fais pas suffisamment régulièrement des mises à jour pour qu'ils viennent régulièrement, qu'ils jugent que tu ne reçois pas assez de liens externes, de backlinks, ça on a promis d'en parler, vers, ton site et donc ils se disent: «Bon ben, en fait, il y a pas forcément besoin de revenir vers ce site parce qu'il mérite pas, de crawl budget», comme on appelle ça. Donc moi, la question que je me poserais là-dessus, c'est plutôt, bah, pourquoi est-ce que plus personne ne vient pourquoi est-ce que ce site, Google n'a pas besoin de venir dessus, tu vois? Et si la réponse, c'est parce que cet article, c'est un article de 2021, il sert plus à rien, je le redirigerai vers la même version de l'article en 2025. Si la raison c'est, bah, en fait, cet article, il est toujours actuel, c'est, comment faire un gin tonic, mais c'est moi qui l'ai pas remis à jour depuis des années. Bon, bah, là, tu travaillerais ça. Et ce que je me dirais aussi, c'est que si Google vient pas très souvent, c'est que j'ai un problème d'autorité. C'est-à-dire que j'ai pas assez travaillé mon autorité sur d'autres sites. Tu vois, il y a pas assez d'autres sites qui parlent de moi. Et donc, ou alors je ne publie pas assez régulièrement du contenu. Et donc, Google a pas besoin de venir régulièrement. Parce qu'en fait, quand tu as un rythme sain de publication de contenu, c'est-à-dire que tu publies du contenu un peu frais régulièrement. Régulièrement, ça peut être une fois par semaine, une fois par mois, que les vieux articles, tu les mets régulièrement à jour, que tu travailles ton autorité même naturellement, hein. Je parle pas d'aller acheter des liens ou autre, mais juste, bah tiens, t'es passé dans un podcast, tu reçois un lien, tu discutes avec un client, tu reçois un lien, lui il te fait un lien, tu fais de l'échange de liens un petit peu avec quelques autres personnes comme ça naturellement. En fait, tout ça, ça fait que Google revient et ça fait que c'est la vie d'un site web, tu vois? Et c'est comme un commerce, en fait, un commerce extérieur. Il y a personne qui vient devant, ben, en fait, personne d'autre va venir, tu vois? En revanche, si le commerce, il reçoit un article, du journal local, le commerce, il fait des événements spéciaux, le commerce, il publie sur Instagram, bah, en fait, il va être plein tout le temps, tu vois? Donc c'est un petit peu la même chose sur un site, et parfois on l'oublie, tu vois? On crée un site et on pense que c'est bon, on peut partir, en vacances, ou autre. Ben non, en fait, un site, ça doit se travailler et de la même manière que tu travailles ton commerce, physique, quoi. Mm, carrément. Ça répond à ta question? Ouais, ouais, ouais. Et du coup, je pense qu'on peut passer à ce qui est autorité et backlink parce que tu l'as mentionné un peu plus tôt. Alors, juste avant ça, juste mentionner le terme de crawl budget, donc le budget de crawling. Ouais, le fait de crawler, c'est en gros de parcourir tout ton site internet, hein. C'est un terme anglais, vous l'aurez deviné. Et du coup, de ce que j'ai entendu de vos podcasts, Google alloue un budget de crawl pour chaque site internet. Et des fois, on peut gaspiller ce budget en ayant des pages inintéressantes ou qui servent à rien, ou des pages mal redirigées, ou des pages en erreur 404, etc. C'est bien ça. Et qu'en gros, si tu réduis ça, il va passer son temps sur les bonnes pages. Totalement. Alors, j'ai un doute, tu vois, maintenant, je sais plus si ce terme de crawl budget, c'est vraiment un terme de Google ou c'est un terme que les SEO ont inventé pour parler de ça. Mais en tout cas, effectivement, les bots de Google, donc s'ils viennent sur ton site et ensuite ils vont décider ou non d'indexer des pages. Indexer une page, ça veut dire la montrer sur leur page de résultats. Et du coup, effectivement, quand tu as par exemple des sites qui sont, on va dire, pas en bonne santé, qui ont beaucoup de 404, parce que on a supprimé des pages qu'on avait créées, enfin, il y a plein de raisons pour ça. Des sites où il y a un menu, tu vois, qui a 600 liens, et donc en fait, quand Google vient, le menu va prendre toute son énergie, entre guillemets. Euh, Google, en fait, est obligé de faire de l'allocation des ressources, parce qu'en fait, eux, leurs robots, ça leur coûte de l'argent. Quand un robot vient sur votre site, eh bien, c'est une action qui est faite sur un serveur qui se trouve quelque part dans le monde. Et tout ça, ça demande de l'argent et ça coûte quelque chose. Et donc,
Google est obligé de faire de l'allocation de ressources et donc tu vois, par exemple, un Conforama.fr qui reçoit plein de liens, qui est un site très important, bah forcément, il va avoir un crawl euh, budget crawl plus important qu'un petit site qui ne publie jamais de contenu. Et d'où justement l'intérêt de publier du contenu régulièrement, d'obtenir des liens régulièrement, parce que c'est ce qui fait que Google vient chez vous et c'est des signes de bonne santé, en fait. C'est vraiment ça. Il faut montrer à Google que vous êtes des sites fiables, quoi. Et ça, c'est pas palpable, c'est pas marqué à un endroit dans la Search Console, vous avez tant de budget, c'est un truc mystique ça. Non, hélas, c'est pas palpable. Alors, ce qu'on peut faire quand même, c'est ce qu'on appelle de l'analyse de log. Donc, en gros, chaque fois qu'un robot vient sur votre site web, votre serveur, c'est-à-dire l'endroit où est hébergé votre site web, il va enregistrer un log. Donc, c'est-à-dire qu'il va enregistrer, Googlebot est passé à telle heure, il a visité telle page ou telle page. Et donc, il y a des outils, et on peut le faire sans outils aussi d'ailleurs. J'avais fait une vidéo sur ça. Mais en gros, on a des outils comme OnCrawl ou Botify qui vous permettent de monitorer un petit peu ces logs, de voir sur quelle page Google est passé, combien de temps il a passé chez vous ou autre encore. Mais vous pouvez aussi le faire à la main, c'est-à-dire que vous allez sur le site de votre hébergeur, ça peut être OVH ou autre, et vous téléchargez les logs, et à partir de là, vous allez regarder un peu qui est passé. Parfois, tu as aussi les bots IA qui passent, tu vois, les bots de ChatGPT qui passent chez toi ou autre encore. Mmh. Et ça, c'est des analyses vraiment intéressantes à faire pour un site. Alors, si vous avez un tout petit site web, c'est pas encore intéressant, mais dès que je commence un peu à vraiment avoir des beaux objectifs SEO, ce que je vous conseille à tous, ça vaut vraiment le coup. OK. Et concernant les backlinks, si on est par exemple une jeune marque de boissons, comment on fait pour obtenir ces premiers backlinks, et voilà, est-ce qu'il faut contacter la presse, des blogueurs, des influenceurs? Est-ce qu'il faut plus tabler sur le côté influence marketing justement sur les réseaux sociaux? Ou est-ce que voilà, on tape sa requête, tu vois, si on fait un tonic, on tape Kinin et on chope les 10 premiers liens et on essaye de se mettre dessus. Enfin, est-ce que tu as des astuces là-dessus et que tu peux nous expliquer le concept de backlink? Avec plaisir. Franchement, il y a plein de techniques, hein. Il y a même, il y en a une, tu vois, qui s'appelle l'achat de liens, c'est-à-dire que tu vas aller sur des plateformes qui sont des places de marché, comme il y a Rocket Links, Links Garden, il y en a tout plein hein, qui existent, notamment sur le marché français. Et en gros, eux, ils vont avoir des places de marché de plein de sites qui proposent, voilà, en échange de 50 euros, je vous propose de mettre un lien. Donc ça, c'est une possibilité. Google n'a jamais aimé ça, mais c'est impossible finalement à vraiment détecter. Tant que c'est fait plutôt naturellement, c'est bien. Mais après, si moi j'avais, tu vois, une jeune marque de boisson, ce que je ferais, c'est utiliser une technique que moi j'appelle la technique des trois mousquetaires, qui est une technique que je, en tout cas, brevetée, on va dire, pour utiliser un mot un peu technique, mais en gros, le principe, c'est que c'est un pour tous, tous pour un. Et le principe, c'est que toi, tu vas faire un article comme, par exemple, tu vois, on va dire, toi, tu es une marque de boisson sans alcool. Tu vas faire un article, les 10 meilleures bières sans alcool françaises. Et ensuite, tu vas aller contacter chacune de ces marques de bières sans alcool. Donc, tu mentionnes pas Heineken ou des trucs comme ça, parce que eux, si tu les contactes, tu n'auras jamais un lien en échange. Ouais. Et tu vas leur dire, voilà, moi, je suis pas votre concurrent, je fais juste de la boisson sans alcool comme vous. J'ai rédigé un article où je parle de vous. Est-ce que c'est possible, en contrepartie, de faire un article invité sur votre site pour parler des alternatives à la bière sans alcool? Est-ce que c'est possible de recevoir un lien depuis tel article? Tu vois, et en fait, du coup, là, tu es dans un autre truc où tu donnes quelque chose au départ et on va te donner quelque chose en échange. Et ça marche très bien. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que écrire à quelqu'un pour demander un lien, ça ne marche pas. Tout le monde a compris que personne n'a envie de faire ça pour vous gratuitement. Pourquoi on donnerait du temps gratuitement pour votre site? Alors, à Mmh. une époque, ça marchait parce que personne ne comprenait rien au SEO, mais maintenant, tout le monde a compris que c'était monétisable. Donc, voilà, allez vers les gens avec quelque chose à leur donner et du coup, vous recevrez souvent en échange. Et après, ce qui marche bien aussi, jeune marque de boisson, proposer d'envoyer en échange d'un lien. Tu vois, le produit en échange d'un lien, ça, c'est quelque chose qui marche très bien aussi. OK. Mm. Mais concrètement, pour trouver, les bons sites sur lesquels, proposer ça, toi, tu conseillerais juste de taper, les mots-clés et de prendre ce qui arrive en première page, quoi? Oui, c'est ça. Alors, tu vois, tu as plein de choses un peu que tu peux évaluer. Tu sais, il y a des outils, en gros, qui ont inventé des métriques, parmi lesquelles une qui est très connue, qui s'appelle la Domain Authority. Une métrique qui a été inventée par un outil qui s'appelle Moz.
Et en gros, Moz, ils essayent de donner une note à chaque site, tu vois? Et donc on peut se dire qu'un site, c'est une note sur 100, qui a une autorité de 50 sur 100, bah, ça va être peut-être un meilleur site qu'un site qui a une autorité de 10 sur 100. Mais donc ça, c'est toujours un truc que tu peux regarder, c'est toujours intéressant à regarder. Mais il faut juste se méfier parce qu'aujourd'hui, c'est des métriques qui sont très manipulables. Donc tu vois, typiquement, tu vas sur un site comme Fiverr, hein, c'est un site où tu peux acheter tout type de services. Et il y a plein de gens qui te proposeront de faire monter ton domain authority de 10 points en mettant ta page sur certains sites. Donc il faut toujours être un peu précautionneux. Et c'est pour ça que je conseille de garder un côté humain, tu vois, où tu vas te dire, bon, ben voilà, moi je suis une marque sur tel sujet. Bah, je vais écrire sur un autre sujet qui est connexe, mais pas directement concurrent avec moi. Et derrière, je vais aller chercher des liens de ces sites-là et ce sera toujours des liens intéressants pour vous, tu vois. Ok, Voilà. intéressant. Et c'est vrai que maintenant, j'ai moins une approche. Avant, j'avais une approche très chiffre métrique. Maintenant, j'ai plutôt une approche comment est-ce qu'on peut faire pour créer un article intéressant sur le site de mon partenaire. Et si l'article est intéressant, je sais que ça va me ramener du monde sur le long terme et donc de l'autorité. Ouais, ok. Et donc là, on était vraiment focus sur Google, comment bien se positionner. Et donc on va transitionner petit à petit vers le GEO, le Generative Engine Optimization. Donc le référencement dans les LLM, ChatGPT, Perplexity, Claude, etc. Mais avant ça, quelle place t'allouerais à LinkedIn, YouTube, Instagram pour être quand même encore bien positionné dans Google et au final dans les LLM? Est-ce qu'il y a une plateforme que tu priorises plus qu'une autre? Est-ce que les articles LinkedIn, ça rank bien sur Google? Est-ce que c'est plutôt les vidéos YouTube? Vu que Google possède YouTube, je suppose qu'il les met facilement en avant aussi. Donc YouTube, c'est le deuxième moteur de recherche au monde, hein, il me semble, après Google. Donc pareil, est-ce qu'il y a des tips pour ceux qui seraient consultants en boisson ou même pour les marques de boisson? Alors pour les marques d'alcool, c'est compliqué avec la loi E20, mais est-ce qu'en gros, faire une chaîne YouTube quand tu as une nouvelle marque en 2025, c'est toujours d'actu? Est-ce que c'est pas déjà trop tard? Enfin, est-ce que tu as Mm. des conseils sur ça? Ouais. J'ai des conseils. Alors, premièrement, sur LinkedIn, tu vois, il y a deux types de contenus que tu peux créer. Il y a les posts et il y a les articles. Les articles LinkedIn, bizarrement, ça se positionne parfois assez bien sur des sujets, tu vois, sur Google. Et même potentiellement, parfois, j'ai vu le même article publié sur LinkedIn et sur ton blog avec très très peu de variations. Et parfois, l'article LinkedIn se positionnait mieux, surtout quand tu es une jeune marque. Tu vois, imaginons que tu es une jeune marque de kombucha. Personne te connaît, tu vois. Au début, ton site, il va pas trop se positionner tant que tu n'as pas fait beaucoup de contenu, tu vois. Mm. Donc ça, les articles, franchement, à tester, ça peut se positionner et vous ramener des premiers clients. Et pourtant, Les c'est articles, il faut quand quasiment même que ce soit sur invisible des... sur LinkedIn. Les articles LinkedIn, personne Oui, regarde. Donc c'est juste Google qui regarde et qui va aimer, quoi. ouais. Là, tu vas plus chercher du trafic Google, Mm. quoi. Ouais, ouais. Ok. Mais tu vois, il faut quand même que ce soit des articles intéressants, quoi. Si c'est l'article pour présenter ta marque, bon, c'est sans plus. En revanche, tu vois, par exemple, les bienfaits du kombucha, 30 alternatives aux boissons sucrées, tu vois, parce que je pense que c'est ça aussi le sujet du kombucha, c'est d'avoir une alternative à une boisson Au beaucoup plus soda, ouais. sucrée. Ouais. Vraiment. 10 alternatives locales, tu vois, 10 alternatives françaises aux boissons sans alcool. Ça, je pense que ça peut bien se positionner sur LinkedIn et sur Google. Tu peux doubler avec ton site, je pense que ça pose pas trop de problèmes. Ce qui marche très bien pour obtenir des clients rapidement sur LinkedIn, c'est de faire des posts LinkedIn où tu vas un peu raconter ce que tu fais. Alors, il faut intéresser l'audience LinkedIn, tu vois. Elle va pas forcément être quand quelqu'un se balade sur LinkedIn, il cherche pas forcément à acheter du kombucha. Ouais, c'est quelqu'un qui se balade sur LinkedIn pour autre chose, mais tu peux potentiellement saisir la personne en parlant de. Je sais qu'il y a une marque de kombucha qui le fait d'ailleurs. Tu peux saisir la personne en parlant de sujets entrepreneuriaux, par exemple, tu vois, où tu peux saisir un peu ton audience. Même tu peux saisir peut-être des restaurateurs ou autres en étant bien présent sur LinkedIn avec des posts. Et les posts, LinkedIn, c'est un truc qui te donne beaucoup de visibilité rapidement, tu vois, par rapport au SEO qui est plus long terme. Ok. Et YouTube, c'est un excellent canal pour une marque. Premièrement, c'est un excellent canal parce qu'il est assez peu concurrentiel, parce qu'il y a une barrière à l'entrée, tu vois, il faut se mettre face cam, tout le monde n'y arrive pas facilement. Alors, il y a plein de marques qui payent quelqu'un pour le faire, hein, c'est aussi des possibilités.
Faut trouver des sujets qui sont intéressants, mais en tout cas, ça, c'est sur le long terme, en fait, ça crée une telle connexion avec ta marque que c'est très, très puissant, YouTube. Et en fait, les gens vont avoir une relation parasociale avec ta marque, avec la personne qui présente, un petit peu les vidéos YouTube et ça, je pense que c'est très, très Ce intéressant. qui est le cas pour les podcasts aussi, hein. Et je trouve Totalement. qu'il y a encore plus de place sur Spotify que sur YouTube pour bien être positionné. Mais par contre, je vois Ça pas dépend. souvent des liens Spotify se positionner dans Google. Je sais pas, je vois plus par exemple Ocha qui est un agrégateur de podcasts bien se positionner, mais Spotify, ça ressort pas sur Google. Ouais, je l'ai vu très rarement. Je sais pas s'ils ont une page, donc comme c'est quand même une appli Spotify, est-ce qu'ils cherchent vraiment le SEO en créant des pages web pour chaque podcast? Ce serait à vérifier, mais j'ai vu rarement ressortir aussi. Ou peut-être qu'ils ont intérêt, enfin, vu que Spotify commence à avoir intérêt à ce que les gens restent dans leur plateforme parce qu'ils commencent à mettre les messages privés, à faire des reels, à faire des choses comme ça, je pense que Google le voit gros comme une maison et a pas forcément envie de se tirer dans le pied. Mais donc ouais, focus YouTube. Et c'est aussi pour ça que ce podcast a émergé sur YouTube depuis un moment, quoi. C'est pour ressortir dans Google, hein, clairement. Et ok, donc ouais. Et TikTok, Insta, tout ça, est-ce que ça sert au référencement? Ça peut servir indirectement au référencement. En gros, ça fait 1 ou 2 ans qu'en SEO, on remarque quand même que de plus en plus, les personnes qui sont présentes sur les réseaux et qui ont une grosse audience sur les réseaux, quand elles commencent à écrire des articles de blog, ça marche beaucoup, beaucoup mieux et c'est beaucoup plus rapide que d'autres sites qui démarrent à zéro, tu vois? Donc oui, je pense que ça a un impact très clairement et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Google utilise, son outil qui s'appelle Google Chrome, qui lui appartient, son navigateur de recherche et ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que Google a un algorithme qui s'appelle NavBoost et le principe de NavBoost, c'est de mesurer les interactions utilisateurs. En fait, Google va mesurer avec Chrome, sur quelle page vous avez cliqué, combien de temps vous êtes resté sur la page. Est-ce que vous êtes allé sur la page, depuis Google, vous êtes retourné parce que vous n'avez pas trouvé votre réponse et vous avez cliqué sur le deuxième lien à la place et du coup Google, bah, forcément va réajuster et va mettre le deuxième lien en premier. Il y a plein de choses comme ça et je pense que c'est grâce à ça que des personnes qui sont populaires sur Instagram, YouTube ou autre, quand elles créent leur blog ou leur site, ça décolle très, très vite. D'accord. Et je pense en plus pour une marque, aujourd'hui, il y a quand même assez peu de marques qui ont de boissons, à ma connaissance, qui ont vraiment investi le gain YouTube, on va dire. Et je pense que ça peut être vraiment intéressant de le faire. Mm, carrément. Parce que tu vois, tout ce qui est ads ou autre, Facebook ads, Meta ads, Google ads, ça devient très saturé. Et du coup, le fait d'avoir un peu une stratégie différente, je pense que c'est très intéressant. Et du coup, pour en venir au GEO, donc voilà, hein, c'est l'avènement de l'intelligence artificielle, tout le monde utilise ChatGPT ou les alternatives. Et du coup, bah, ça devient. La question vient se poser, est-ce que ça va remplacer les moteurs de recherche traditionnels? Bon, on sait que là, il y a OpenAI qui a sorti Atlas il n'y a pas longtemps, qui est un Perplexity, donc voilà, un navigateur boosté à l'IA. Donc en gros, les IA vont piocher dans les sites qui sont déjà bien référencés pour donner des réponses directement à l'utilisateur. Qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que c'est la mort des sites? Je pense pas, mais en gros, l'idée de ce que j'ai compris, c'est que si tu es bien positionné sur Google, tu seras probablement bien positionné dans les IA. Mais il y a aussi pas mal de techniques ou de petits bidouillages à faire. Alors, on est vraiment au balbutiement, mais est-ce que toi, tu pourrais nous expliquer deux, trois techniques déjà pour ça? Et peut-être qu'on va expliquer aussi ton outil et ce que tu as créé pour faire le parallèle entre un test de ton outil et tes réponses. Ouais, avec plaisir. Alors, est-ce que juste être bon en SEO, ça suffit sur ChatGPT? Eh bien, pas tout à fait. Parce qu'il y a plein de nuances. Mais être bon en SEO, c'est un prérequis pour être bon en IA, on va dire. Mais je vais m'expliquer un petit peu plus en détail. En gros, si tu veux, aujourd'hui, c'est la première fois depuis de nombreuses années, depuis 20 ans, que Google il est challengé sur un sujet qui est la pertinence. C'est-à-dire que si Google a gagné le marché des moteurs de recherche, bah, c'est tout simplement parce que Google était le plus pertinent. C'est-à-dire quand tu tapais
meilleure boisson sans alcool, par exemple, et ben, tu savais que Google allait te donner vraiment une bonne réponse, un truc de qualité, l'intention, ils l'auront compris et autres. Et tu faisais la même requête sur Bing, bah, c'était pas la même qualité de résultat. Et comme Google est ultra pertinent, bah, tout le monde utilise Google et donc Google peut vendre de plus en plus de publicité. Euh, mais ce qui arrive aujourd'hui, c'est que pour la première fois, bah, il y a ChatGPT qui arrive à avoir la même pertinence, pas en allant récupérer les résultats de Google, tu vois, comme ça, mais en tout cas, ils arrivent à avoir une pertinence très similaire, ou en tout cas très proche, même s'il y a encore des erreurs. Et surtout, Google a compris lui-même quelque chose, c'est que aujourd'hui, la façon dont on utilise le web depuis 20 ans, c'est-à-dire taper quelque chose sur Google, regarder les premiers résultats, lire le résultat dedans, et ben en fait, c'est pas forcément le plus pratique pour l'utilisateur. Et c'est pour ça que Google, dans de nombreux pays, je crois qu'il y a 5 pays où c'est pas fait encore, dont la France, ils ont lancé ce qui s'appelle AI Overview, AI Overview. Et en fait, l'idée de AI Overview, c'est de donner le résultat directement avec une IA propre à Google dans le résultat de recherche. Donc, tu tapes meilleure boisson sans alcool, bah, au lieu de te montrer des résultats, les fameux liens bleus, bah, Google va te donner directement des réponses. Voilà, tu le montres directement ici en partage d'écran. Euh, du coup, maintenant qu'on a un peu donné le contexte, on peut passer à quelques techniques qui marchent bien. Moi, la première chose que j'ai remarqué, tu vois, c'est qu'il y a certains sites, comme j'ai mon outil, tu vois, Query, je vois pas mal de choses. En fait, je constate qu'il y a des sites qui sont forts en SEO et sont tout aussi forts sur ChatGPT. Mmh. Et bien, on voit d'autres qui sont forts en SEO, mais qui sont pas forts sur ChatGPT. Et donc, je me suis un petit peu demandé pourquoi sur certains sujets. Et un des premiers sujets que j'ai constaté, c'est que comme beaucoup de personnes utilisent les IA pour prendre des décisions, tu vois, typiquement, tu as besoin d'un nouvel ordinateur, bah, tu vas lui demander de t'aider. Tu as besoin d'un bureau assis debout, tu vas lui demander de t'aider. Tu cherches des cadeaux pour une boisson sans alcool pour je ne sais qui, bah, tu vas aller un petit peu chercher ça directement. Tu vas essayer de t'aider de ChatGPT pour trouver ça. Ouais. Et donc, les personnes qui ont su faire des stratégies de backlink au cours des dernières années et se positionner dans des articles meilleurs. Alors, tu vois, les boissons sans alcool et avec alcool, il y a tout ce qui est calendrier de l'Avent. Donc, toi, si avec ton calendrier de l'Avent, tu t'es placé depuis des années dans tous les articles meilleur calendrier de l'Avent ou autre et tu as réussi à te placer de manière haute là-dessus, et ben forcément, tu vas être beaucoup plus cité par les IA qu'une autre personne qui a peut-être fait une autre stratégie de backlink. C'est-à-dire qui s'est peut-être dit, ben moi, ma stratégie de backlink, je ne vais pas l'orienter sur ça. Je vais plutôt l'orienter sur obtenir des liens de lemonde.fr, Le Figaro, et je vais mettre tout mon argent là-dedans, tu vois. Et c'est un petit peu ça, une grosse différence que je vois. Donc, c'est utiliser les mêmes leviers, mais les utiliser avec des nuances, en gros. Tu vois, les leviers dont on a parlé depuis le début du podcast, faire un bon contenu, une bonne stratégie de backlink, du maillage interne, ça reste, ça bouge pas, mais c'est juste qu'il faut le faire différemment. Pour commencer sur les backlinks, avant, ce qui comptait, c'était obtenir un lien pour avoir du PageRank sur Google. Aujourd'hui, c'est que ta marque soit mentionnée. En fait, il faut que ta marque elle soit mentionnée partout sur le web, et ça va t'aider à être mentionné beaucoup plus sur les IA. Donc l'idée, par exemple, de taper sa requête dans ChatGPT et d'aller voir les sources, potentiellement, on pourrait se dire, ok, bah il a crawlé ses sources pour donner ces résultats-là. Je vais contacter ces sources une à une pour leur demander un lien, un article échange. Ça peut Mm. être une idée. On voit souvent les échos, par exemple, ou ce genre de médias presse, Mm. Wikipédia en premier. Bon, qui peut avoir une page Wikipédia? Ça, c'est encore un C'est autre du level, boulot. ouais. Mais tu vois, bah, là, par exemple, j'ai fait le test. Alors, je suis plutôt content de moi, mais tu vois, j'ai tapé donne-moi 10 agences design boisson en France. Bah, je pars en premier, donc c'est cool. Mm. Et après, il donne son petit truc. Alors, ça aussi, c'est intéressant pour voir comment ils nous perçoivent aussi. Qu'est-ce qu'il Totalement. perçoit du site? Là, il a marqué agence spécialisée boisson, bière, vin, spiritueux, soft pour le branding et packaging. Bah, c'est parfait, tu vois. Après, il y a Pantel Agency, Studio Bohème, Lonsdale Parterre. Je connais moins ceux du dessous. Les 3 premiers, bah, je les connais bien. Et après, on peut voir dans les citations à côté. Bah, tu vois, par exemple, je crois qu'il y a Rayon Boisson qui passe quelque part. Food Design, ouais, non, après, c'est peut-être directement les sites des agences elles-mêmes. Mais c'est intéressant. Et tu vois, il y a Super Potion, design de marque de boisson. Et ce qui est drôle, c'est que cet épisode, c'est un épisode que j'ai fait avec mes concurrents, entre guillemets, principaux qui sont Studio Bohème. On avait fait un podcast en commun. Et j'en avais fait un article de blog sur Super Potion. Et du coup, j'ai l'impression que là, ChatGPT s'est dit, ok, j'ai puisé dans Super Potion,
il a ressorti Studio Blackthorn et Studio Boham, et du coup, bim, il nous place aussi. Alors, c'est pas grâce à cet article, je suppose, mais en tout cas, voilà, on voit la réclame, on voit plein de sources comme ça qui sont intéressantes. Et bon, c'est peut-être Et un des premiers tips, tout simplement, d'aller voir les totalement. Ça, sources. c'est le type, je pense, tu vois, le plus actionnable et plus simple à mettre en place. Et tu vois, dans ce type-là, si tu tips là, ce conseil-là, si tu remontes les sources, tu peux aussi voir autre chose. C'est que tu peux voir dans les différentes sources aussi quel contenu ont créé les concurrents. Ou et ça te donne des opportunités de contenu que tu peux créer, tu vois. Et donc, par exemple, tu vois, quand il t'a cité Studio Blackthorn, il t'a aussi mis en source. Donc, ça veut dire qu'il est allé vérifier sur ton site que c'est bien ce que tu faisais, tu vois. Donc, ça aussi, Hmm. c'est intéressant d'avoir ta page dédiée à ça pour dire que tu es une agence design de boissons, tu vois. Ok. Et du coup, peut-être Euh, on peut pivoter sur ton outil, histoire de continuer la conversation. On peut, et comme ça, on va découvrir d'autres choses et on va vérifier que ce prompt-là sera bien dedans. Comme ça, on va un peu aller analyser ça. Bah, pour le coup, on va tester sur Super Potion et pas sur Studio Blackthorn, même si ça se rejoint un peu. Donc, eh ben, écoute, qu'est-ce que Query, du coup? Explique-nous. Donc, Query, si tu veux, c'est un outil que j'ai créé avec un copain, hein, mon associé que je connais depuis des années maintenant. Et donc, en gros, si tu veux, c'est parti du principe que moi, j'avais tous mes clients qui me disaient, ben, Lucas, ça fait des années qu'on fait du SEO ensemble. Ben, maintenant, dis-moi, en fait, comment est-ce qu'on peut aussi se positionner sur ChatGPT? Et en fait, moi, le problème, c'est que j'avais pas de data, j'avais pas d'outils qui me permettraient de suivre ça. Et donc, je me suis dit, bon, ben, ok, on va bosser sur un outil potentiellement qu'on peut créer là-dessus. Et c'est comme ça qu'on a créé Query. Ça fait un peu moins d'un an qu'on est dessus. Ça fait 4 mois qu'on commercialise vraiment. Et on a déjà bon nombre de clients. Donc, on est très content. On va vraiment continuer à bosser là-dessus l'an prochain. Et le principe, ben, c'est de te dire d'être un outil qui te permet de connaître ton positionnement sur les LLM, ChatGPT, Perplexity, AI Overview ou autre encore, et surtout d'être un outil qui te recommande des conseils actionnables pour mieux te Hmm. positionner, tu vois. Et ça, c'est une feature extrêmement cool que j'ai découvert. Bah, tu vois, on s'était même pas encore contacté. J'avais fait testé ton outil en écoutant Position Zéro, du coup. Et c'est pour ça que je voulais le tester comme ça en live avec les auditeurs. C'est parce que j'étais vraiment assez bluffé du résultat et surtout de ta petite page quoi faire. Enfin, il y a vraiment une page didactique qui est en étapes et qui te dit en gros quoi prioriser. Et ça, ça gamifie un peu la chose. Ça la rend ludique et du coup, c'est plutôt cool. Euh, Ouais, totalement. donc, vous l'avez fait à deux. Bah, tu peux aller sur le dashboard si tu veux. Je crois que tu avais déjà préparé ouais, pour Ouais, qu'on gagne un petit peu de temps. Donc, en gros, normalement, tu arrives sur le dashboard et là, tu crées ta marque et donc tu mets ton URL et autres. Tu choisis la langue et autres. Et là, on te dit un peu aussi, nous, on va aller crawler ton site, on va le donner à une IA et ça va te donner aussi des informations sur comment on te perçoit par rapport aux informations que tu donnes. ouais. Voilà. Alors, ce qui est génial, c'est que du coup, j'ai pu voir que j'ai été perçu comme quelque chose, comme, comme un site de consultant, alors que je veux pivoter ce site en site de média. Donc, du coup, le petit laïus ici, je l'ai un petit peu modifié parce que ça parlait que de consulting, etc. Donc, en fait, j'ai dit non, Super Potion, c'est plus un média spécialisé boisson qui est fait par Studio Blackthorn, etc. Donc, en gros, j'ai fait ma petite popote ici. On appuie sur suivant et là, on a des priority topics. C'est ça. En gros, nous, comment ça marche Query, c'est qu'on va commencer par identifier les topics, les univers de ta marque. Donc, tu vois, si on avait mis une marque de jean, on aurait mis jean français, jean, ce genre de choses. Bah là, du coup, automatiquement, on détecte un petit peu les différents sujets autour de ton site par rapport à ce qu'on a découvert sur ton site. Alors là, s'il y en a où tu te dis, en fait, c'est pas des sujets qui m'intéressent, tu pourrais les supprimer ou supprimer des prompts, quoi. Ouais, ouais, j'en ai gardé deux et j'en ai mis trois autres au final. C'est bien fait, ouais. Voilà, Ouais. tendance boisson, podcast bière, vin et spiritueux, média boisson, tendance alcool, marketing boisson. Je sais pas si toi tu verrais autre chose, mais bon, dans l'idée média. Ouais, je pense dans l'idée média, c'est bien, effectivement. Et à partir de là, tu peux faire suivant et c'est là qu'on génère les prompts. Et en gros, tu sais, ce que je te disais, c'est qu'on considère, nous, que l'IA, c'est un outil d'aide à la prise de décision. Et donc, on va générer différents types de prompts, des prompts top of the funnel, middle funnel et bottom funnel. Voilà, tofu, mofu, bofu. Et ça, c'est un truc, ceux qui font du SEO, qui nous écoutent connaissent forcément, mais pour peut-être ceux qui font du marketing qui connaissent moins les stratégies de contenu, bah, en gros, le principe, c'est bottom of funnel. Bofu, c'est lorsque les personnes sont très proches de l'intention d'achat.
Donc voilà, typiquement, tu vois, là, on a mis marketing boisson. Bon, bah, ça va te dire, par exemple, quel est le tarif moyen pour un consultant en marketing des boissons en 2025, tu vois? Mmh. Donc voilà, on génère un petit peu des prompts comme ça, le plus proche de l'intention d'achat potentiellement, quoi. OK. Et on génère essentiellement du bottom funnel, mais tu vois que tout en bas, tu en as une en top of funnel, où voilà, c'est plutôt comment fonctionne le marketing des boissons pour une nouvelle marque. Voilà. OK. Et tu vois, la suivante, ensuite, tu as mis média boissons. Et donc, il y a un truc intéressant, c'est où trouver des ressources fiables sur le marketing des boissons et les tendances de cette année. Et ben, on va voir justement si l'IA te cite du coup Mmh. directement. OK. Ça va être intéressant. Donc en fait, ce qui est très intéressant, c'est que déjà, tu donnes tes 5 topics, 5 sujets principaux. Ensuite, ça va générer une cinquantaine de prompts et après, tu peux leur dire oui ou non ou les modifier, les éditer. Et une fois qu'on a ces prompts, tu vas lâcher tous ces prompts dans toutes les IA différentes en fonction de ton nombre de crédits. Et du coup, tu vas Ouais, ressortir en direct. Tu vas choper le résultat en direct. Ouais. c'est ça, ouais, Ok. exactement. Et du coup, tu vois, en, je dirais, 5-10 minutes, tu as ton premier audit et tu peux travailler là-dessus. Et ensuite, il faut faire un monitoring régulier pour vérifier un petit peu ce qui ressort. Ok. Bon, bah là, du coup, j'en ai à peu près 35. Je pense qu'il y a des trucs sympas. Où trouver les dernières tendances boissons en 2025 pour optimiser ma stratégie marketing? C'est quoi les tendances boissons les plus populaires en ce moment qui peuvent booster mes ventes? Il y a plein de trucs assez intéressants pour le coup. Mm. Donc, je fais next. Voilà. Là, tu peux choisir un petit peu les plateformes sur lesquelles tu veux lancer ton audit. Donc, tu vois, tu as ChatGPT, Perplexity, Copilot, Grok. Je pense que tu peux mettre, oui, Google AI Overview est pas dispo en France. Je pense comme après, il va falloir le générer, ça prend un peu de temps. Peut-être que ça peut suffire de mettre ChatGPT et Perplexity. Ouais, Et ensuite, tu vois, tu pourrais même choisir un modèle spécifique si tu le voulais encore, quoi. Donc, on a à peu près tous les modèles du marché ok. ensuite. Et Claude, ouais, il est plus en bas. Oui, Mistral aussi, c'est intéressant. Là, ouais, pour le bien d'épisode, Perplexity, je le garde du coup, quand même? ouais, tu peux le laisser. Yes, ok, Ouais. Parce qu'il y a des trucs intéressants, tu vas voir. ça marche. Alors, Ready to Launch, donc en gros, là, il y a un récap de tout ce qu'on a mis. Super potion, les prompts, la génération, enfin, les IA qu'on a choisis. Et puis là, on a un début de crédit, c'est ça? Non, ça coûte Non, 70 c'est ça. crédits et on en a 100. Ok, il en restera Ouais. 30. Ok, Donc, tu peux lancer ton analyse. ok. À partir de là, on va retourner sur la page. Ça va la lancer, ça va prendre un petit peu. Donc, voilà, là, tu peux fermer ça en attendant. Ça va aller assez vite. Il faudra peut-être juste qu'on rafraîchisse. Et on peut peut-être montrer, tu vois, tu as un onglet Recommendations. Ouais. Donc ça, c'est un onglet. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, c'est du statique, hein. Là-dessus, c'est pas adapté à chaque personne. Mais en tout cas, ça va te donner plein de recommandations un peu de ce que tu peux faire pour améliorer ta présence sur les LLM Ouais. potentiellement. C'est Voilà. cette page que j'ai trouvé géniale, pour le coup. Mm. Ouais. Avec le very Ouais. high, etc. Enfin, il y a une priorisation des choses à faire et j'ai trouvé Mm. ça plutôt cool. Ouais. Et c'est vrai que, tu vois, ce dont on s'est rendu compte, c'est que beaucoup de personnes avaient un peu le syndrome de la page blanche de ce qu'ils pouvaient faire et de ce qu'ils pouvaient tester. Et donc, c'est pour ça qu'on a créé cette page, un peu pour dire, bah voilà, tu peux tester ça potentiellement. Aujourd'hui, il faut quand même savoir que sur tout ce qui est positionnement sur les LLM, on est encore dans des positions d'explorateur, exploratrice. On n'est pas, il n'y a pas forcément des experts ou autres. Donc, on teste. Et là, on recommande justement plein de choses que tu peux tester. Voilà. Et là, du coup, ce que tu recommandes, tu l'as pas forcément vu sur mon site. Là, c'est marqué check XML machin ou check un robot.txt ou t'as pas vu que je l'avais mis en place ou non. Ça, c'est à nous de le faire manuellement, quoi. Ce que tu Ouais, dis. c'est ça. Ok. Pour l'instant, alors à terme, ça va être un truc totalement dynamique où ça va te donner des recommandations différentes selon qui tu es et ce que tu as déjà fait et autres. Aujourd'hui, pour l'instant, c'est en statique et puis l'idée, c'est plus de d'aider les gens à trouver des idées, quoi. Ok. Mm. Est-ce que là, il y a un lien si je connecte ma Search Console? Est-ce qu'elle va être liée d'une certaine manière au résultat? Non, mais tu vas pouvoir faire plein de choses. Notamment, tu sais que sur la Google Search Console, tu as une limite de 1000 résultats. Quand tu vas sur le site, tu vois pas plus de 1000 résultats. Et en fait, nous, on est connecté en API, donc on n'a pas cette limite. Donc ça te permet déjà de voir beaucoup plus de mots-clés que ce que tu aurais pu voir. Et en fait, si tu cliques en bas à gauche sur Google Search Console, alors je sais pas si tu as envie de la connecter en direct, je veux pas te mettre, voilà.
Mais voilà, tu le fais sans partage d'écran et pendant que tu le fais tranquillement, je l'explique un peu. Donc en gros, ça, ensuite, nous, on va te proposer plein de filtres. Et parmi ces filtres, tu vas voir plein de choses. Il y a par exemple un filtre où on va te montrer les mots-clés de très longue traîne. Il va y avoir un filtre où on va te montrer toutes les questions que les gens ont posées et qui ont fait qu'on est arrivé sur ton site ou que ton site a eu une impression. Et en fait, tout ça, si ces questions-là, elles sont posées aujourd'hui sur Google, c'est que fort probablement, il y a quelqu'un qui les pose aussi sur ChatGPT et tu as tout intérêt à t'y positionner. Et donc, on va te proposer directement de le monitorer sur les LLM. Voilà. D'accord, ok. Et donc, tu vois, par exemple, si tu montes tout en haut, tu as all length, toutes les longueurs, voilà, toutes les longueurs de mots. Ouais. Bah là, tu peux mettre long tail déjà pour commencer, donc ça va être tous les mots-clés de plus de 4 mots. Et donc voilà, je pense que tu as fait un article sur Wheel of Beer apparemment. Ouais, il y a très longtemps. Bah, j'avais fait un podcast avec eux, ouais. Ah bah voilà, ouais. Et tu vois, peut-être si tu fais All Intense, en haut à droite, voilà, tu vas pouvoir peut-être sélectionner tous les mots-clés qui sont des questions qui sont arrivées sur ton site. Et là, ça te permet d'apprendre pas mal de choses. Donc, tu vois, voilà, comment créer une identité visuelle. Tu vois, c'est un mot-clé. Bon, aujourd'hui, tu as déjà un article qui se positionne, mais tu as 186 impressions, mais 0 clic. Donc, c'est peut-être quelque chose d'intéressant à faire. Hmm. Et c'est peut-être quelque chose d'intéressant à traquer sur ChatGPT aussi pour toi, tu vois. Ok, Pour voir un peu ce que ChatGPT va répondre à ça. ok, intéressant. Voilà. Donc ça, ouais, c'est même un outil, tu vois, si tu veux, notre vision avec Query, c'est pas seulement d'être un outil GEO, mais de devenir aussi un outil complet qui va t'aider dans ta stratégie marketing et ta stratégie de contenu et de netlinking, donc d'obtention de backlink. Ok. Peut-être que si tu vas en haut à gauche sur Overview, ouais, voilà, on va voir si ça charge un peu. Bon, ça n'a pas encore chargé. Est-ce que tu peux essayer d'actualiser la page si jamais, juste pour voir. Ok, bon, ça prend un petit peu de temps, c'était normal, C'est mais on a normal. plein de choses à dire entre-temps. Ouais. Alors du coup, bah, pour en revenir sur le GEO, de quoi est friand ChatGPT en plus des sources? J'avais vu par exemple le fait de créer des citations ou des FAQ, il est bien en question-réponse. Alors, là aussi, on est encore dans une phase très expérimentale sur le sujet, mais moi récemment, tu vois, j'ai pris plein de contenus de sources qui ressortaient. Tu vois, j'ai pris tout ce qui ressortait sur Query à chaque fois et j'ai regardé plein de contenus. Et j'ai constaté quelque chose, c'est que souvent les contenus qui ressortent sur ChatGPT, ils répondent un peu à la même logique. C'est-à-dire que pour commencer, c'est des contenus qui répondent à une intention de recherche très précise. Ça, il adore parce qu'en gros, quand ChatGPT doit chercher sur le web, bah, qu'est-ce qu'il fait? C'est en fait, il cherche comme un humain quasiment, quoi. Il va aller taper un mot-clé sur le web et il va essayer de taper ce mot-clé de la manière la plus précise possible. Tu vois, donc ça, c'est vraiment un truc à comprendre. C'est que ChatGPT, soit il répond directement parce qu'il a la réponse dans sa base de données, soit il active la recherche web et donc il va aller littéralement taper un mot-clé comme on le ferait nous à partir de ta requête. Donc typiquement, tu lui dis quelles sont les tendances boissons, bah, lui il va aller taper tendance boisson 2025 sur Google. Aujourd'hui, on a des plus ou moins des ChatGPT ne l'a pas annoncé, mais vu que Microsoft est investisseur de ChatGPT et Bing appartient à Microsoft, je pense que ChatGPT ne va jamais dire on utilise Google comme des fous. Mais en tout cas, on a remarqué quand même qu'il y a de vraies similitudes et on pense qu'ils utilisent Google clairement aujourd'hui. Et du coup, en fait, si toi, tu arrives à te positionner sur ces requêtes qui sont souvent des requêtes d'assez longue traîne, eh bien, c'est intéressant pour toi et ça va t'aider à te positionner. Donc ça, c'est la première chose. Il est très friand de contenu de très longue traîne parce que ça lui permet d'avoir une réponse toujours plus précise. Ensuite, il est très friand aussi du début de ton contenu et la fin de ton contenu. En fait, on a remarqué, il y a un brevet qui a été déposé sur ça, c'est que le contenu qui se trouve au milieu d'une page, donc tu vois, on va dire, heu, passer les 300-400 premiers mots, et bien en fait, ChatGPT ou d'autres IA s'y intéressent moins. C'est-à-dire qu'ils s'intéressent beaucoup au début et à la fin du contenu. Je pense que c'est tout simplement parce qu'en fait, ils crawlent et tu vois, il faut donner une réponse rapide. Il n'y a pas non plus 25 minutes avant de donner une réponse. Et donc, si tu mets un petit résumé en début de page, et ben ça, c'est quelque chose dont ChatGPT est assez friand et qu'il a tendance à ressortir ensuite. Ok. Et après, ce que j'ai remarqué, moi, c'est que tous les contenus qui ressortent bien sur ChatGPT sont souvent des contenus faciles à lire. Tu vois, avec un H2, un titre, une réponse. Un titre, une réponse. Des tirets avec 3 trucs. Une citation où on explique précisément d'où vient la source, tu vois? Ça, c'est des choses qu'il aime beaucoup et qui ressort beaucoup.
en fait, tout ce qui peut lui faciliter le travail parce que lui, il y a quelqu'un qui lui a demandé donne-moi les meilleures boissons sans alcool à goûter en 2025. Tu vois, tu n'as pas 10 minutes, donc il faut qu'il te réponde rapidement et donc il va se baser sur tous les articles qui sont simples à consommer directement. Et on parle souvent aussi du nombre de mots à faire pour un article. On parle de 1200, 1500 mots, etc. Il y a aussi des gens qui disent bah non, il faut juste répondre ce que l'utilisateur aurait voulu voir. Et par exemple, juste une infographie visuelle peut être bien indexée dans Google, bien positionnée. Ça, est-ce qu'on le voit en GEO? Est-ce que ChatGPT nous donne, alors on sait qu'il nous donne des images, mais est-ce que tu as déjà vu, je sais pas, des infographies ressortir et bien ressortir ou ça reste quand même du texte J'ai vu de plus en plus des images ressortir, tu vois. Donc, dans sa réponse, il va mettre des images, il va mettre des vidéos YouTube aussi. Et je vais te parler après d'une étude qu'on a fait où on a repris plusieurs centaines de milliers de requêtes et on a analysé les sources qui ressortaient le plus, tu vois, les sites qui ressortaient le plus et tout ça. Mhm. Mais en gros, ouais, il ressort souvent des images, il ressort souvent des vidéos YouTube de plus en plus. Ah ouais, ok. En revanche, je trouve qu'il est quand même friand de texte, tu vois. Pour interpréter un contenu, il a quand même besoin de texte. Donc toi, juste mettre une infographie, je pense que c'est pas forcément suffisant. Il faut que tu expliques ton infographie et que tu mettes ensuite du vrai contenu en dessous, quoi. Ok. Donc voilà. Ouais, retaper l'infographie en texte Ouais, c'est pour ça. être sûr, Pour quoi. l'expliquer, la détailler. Et même pour Google, même Google est encore très friand de texte. Que le texte, en fait, c'est beaucoup moins cher, je pense, à interpréter qu'une image. Tu vois, aujourd'hui, les IA sont capables d'interpréter une image, hein. Typiquement, tu peux, tu vois, tu as écrit un truc sur un carnet et tu le mets à ChatGPT, il est capable de lire et de te dire ce que tu as écrit. Mais je pense que c'est un processus beaucoup plus coûteux que si tu lui copies-colles du texte et tu lui dis dis-moi ce qu'il y a écrit là, quoi. Ouais, Donc carrément. voilà. Ouais, par exemple, ouais, j'ai tapé quelle marque de tonic recommander pour un cocktail. Donc, il m'a sorti Fever Tree, Thomas Henry, Aesop, Match, Finlay. Et après, il met quelques exemples concrets. Donc, il montre vraiment les images à l'intérieur. Il y a Schweppes, etc. Et tu vois même plus que des images là, c'est des produits qui Ah oui, c'est montrent. des Donc si produits. tu cliques, tu peux les acheter. Ah, donc le côté shopping, ça y est, mais je l'avais jamais vu en vrai en France là. Mais ça y est, et c'est Il plugué est à là. Amazon et à d'autres sites. Il est là et il faut savoir que maintenant on l'a intégré dans Query aussi. Donc on peut te dire quels sites ressortent le plus, quels produits ressortent le plus directement. D'accord. Et tu vois, ça c'est un petit détail là. Tu vois, il t'a sorti un site en anglais. Je sais pas si tu as vu Ouais. ou alors tu as été redirigé sur la page anglaise. Je sais pas trop Non, ce non, qui s'est c'était passé. Brit Superstore, ouais, c'est un site anglais là. Ouais. Le premier de la liste, ouais. Il est encore assez friand aussi de pages en anglaise, tu vois. Donc ouais. Ok. Ouais, c'est intéressant. Ouais. Et tu vois, justement, ouais, tu vois, et les articles qui ressortent, c'est les meilleurs toniques, tu Ouais. vois, donc là, faut y être présent, quoi. CAF, c'est aussi un Strasbourgeois, lui, un autre blogueur strasbourgeois. CAF là CAF Oui. Magazine. Ok. Ouais. Ouais, donc ouais, clairement, bah faut se rapprocher des gens qui ont un média pour créer du contenu, quoi. C'est vrai Oui, que. totalement, totalement. Ok. Encore plus nécessaire qu'avant. Faut vraiment aller travailler avec ces gens-là Bah, directement. venez travailler avec Super Potion, là, je vais commencer à mettre en place de l'affiliation ou du sponsoring là, avec mes épisodes là. Vous devriez commencer à travailler avec Ludo. Alors du coup sur Query Hub, si je refresh un petit peu, hop, un petit refresh du site et c'est bon pour Query. Alors voilà le dashboard. Est-ce que tu peux Yes. nous expliquer en détail du coup qu'est-ce qu'il en est? Carrément. Alors, je te propose même, donc là, c'est en fait là où tu as tous tes prompts et on voit par exemple que tu vois, tu as un prompt qu'on a émis où trouver des conseils pratiques sur le marketing des boissons en 2025, le tout premier. Et donc, en fait, tu vois que sur la droite, tu as les concurrents qui sont mentionnés, qui est mentionné. Ce qui est cool, c'est que Super Potion est dedans. Donc, félicitations à toi. Tu as été Ouais. mentionné quand même sur un prompt, je pense, plutôt costaud. Donc, ça, c'est les concurrents. Quelles sont les marques qui ont été mentionnées dans la liste? Et à côté, tu as les sources. Donc ça, c'est quels sont les sites web qui ont été mentionnés, tu vois. Et si tu veux, ce que tu peux faire, c'est que tu peux cliquer sur ce prompt. Ok. Voilà, comme ça, on va aller le voir en détail. Tu vois, on arrive ici dans une page où c'est détaillé. Et tu peux descendre un peu. Bon, là, tu vois l'évolution des concurrents, mais forcément, pour l'instant, il n'y a pas d'évolution. Et peut-être que tu peux cliquer sur celui de ChatGPT, la réponse directement. Comme ça, on va aller voir un peu la réponse. Ah, on Et peut donc voir là, oui directement en détail la ouais, réponse qu'il a faite. Ok.
OK. C'est ça. Ça, c'est un truc qu'on a vraiment pensé, Query comme ça, c'est que tout est connecté dedans, tu vois? Tu vas d'un endroit à un autre naturellement comme ça, c'est vraiment comme ça que c'est pensé. OK. Et tu vois, du coup, quand on demande à ChatGPT où trouver des conseils pratiques sur le marketing des boissons pour une startup en 2025, et ben, tu vois qu'il va recommander différents blogs. Et si tu descends un peu, je pense qu'on va voir Super Potion, tu vois, le podcast Super Potion, analyse des mutations du secteur, très bon pour inspirer des idées marketing. OK. Donc, félicitations parce que c'est du taf avant d'être mentionné là-dedans, donc très bien. Alors, en Donc, tu vois? l'occurrence, sur un épisode en particulier, là, tendance boisson 2025, il y en a un qui ressort, Ouais. quoi, plus, Mmh. Ouais. OK. Et là, tu penses que si on avait demandé, par exemple, marketing des spiritueux, peut-être qu'il m'aurait mis un autre épisode, Oui, totalement. tendance Mmh. spiritueux 2025? Ouais. Ouais. OK. Et tu vois, même si tu avais peut-être un blog heu, plus sur l'actualité marketing ou autre, peut-être tu serais pas que ressorti en podcast, tu serais peut-être aussi ressorti en médias en général, tu Mmh. vois? OK. Et là, on voit qu'il y a Reddit et cetera. Ouais. Il y a tout ce côté aussi, Open Graph. C'est un truc très SEO dont on n'a pas parlé, mais, on va dire que c'est l'autorité d'une personne, quand on tape son nom dans Google, est-ce qu'on Mmh. a, la petite photo avec des mentions, des livres, Ouais. des choses comme ça? Mmh. Ça peut sûrement Ça. aussi jouer, quoi. Ouais. En fait, il faut penser à devenir un peu la référence, quoi, tu vois, d'un sujet. Et la référence, c'est quoi? C'est faire des podcasts, créer du contenu de qualité autour du sujet, quoi. Donc, c'est vraiment ça. OK. Et du coup, en gros, quand j'en suis là, pour moi, ce serait quoi la Ouais. 1re chose à voir, la première chose à Ouais. changer? Je pense, tu vois, la première chose déjà que tu peux faire, c'est cliquer sur l'overview en haut à gauche. Comme ça, on va voir un peu voilà, le tableau de bord global. Donc, tu vois, on te donne quand même une note de 60 sur 100, donc c'est pas mal. Et en fait, il y a deux métriques. Il y a la métrique brand mention, c'est combien de fois est-ce que ta marque est mentionnée. Et la métrique source citation, combien de fois est-ce que ton site web est linké. Tu vois, combien de fois est-ce qu'il y a un lien vers ton site web. Et donc, on voit quand même que sur source citation, tu ressors bien. Tu vois, tu es mentionné sur 50% du temps sur les prompts qu'on a ajoutés. Donc, très bien. Ta marque, elle est forcément moins mentionnée parce que tu es un média, tu vois. Donc, tu vois, c'est pas comme Renault, tu vois, quand quelqu'un demande quelle est la tendance de bière, bon, ben, il va pas dire la tendance, c'est la marque Super Potion, tu vois, parce que tu es un média, donc il va plutôt te mentionner en source, quoi. Ouais. OK. Et du coup, là, tu peux descendre un petit peu, encore un peu. Et là, surtout, ce qui est intéressant, tu vois, c'est de voir la performance entre toi et des concurrents. Et donc, tu peux voir, par exemple, qu'il y a le site Arbre à bière qui est très mentionné. Craft Beer and Brewing aussi. Donc, ce que tu pourrais faire, par exemple, c'est et à droite, pardon, tu as les sources. Donc, ça, c'est les sources qui ont été utilisées. Et je pense une première chose que tu peux faire, c'est aller sur, pas sur toi, mais plutôt sur Opizzy, celui qui est en haut. Et là, si tu descends, en fait, tu vas voir quelles URL ont été utilisées. Tu vois, les pages qui ont le plus performé. Et tu vois que Opizzy, ils ont fait un article de blog, Industry Insights, Beverage Marketing, qui est mentionné 10 fois par les LLM. Donc, tu vois, ils ont vraiment ce gros article en anglais. Donc, peut-être déjà une reco que je te donnerais, c'est bah, tes articles tendance. Ça vaut peut-être le coup de les traduire en anglais parce que les LLM sont parfois friands de contenu en anglais, tu Ouais, vois. ils le Mm. sont déjà. Ouais. Mais pas sur Donc, Superposition, ouais, ah, sur, voilà. Studio Blacksound. Voilà. Next step, next step. Ouais, ouais. C'est pareil, tu vois, si tu retournes, si tu vas sur la gauche, tu vas sur Citation Source. Voilà, un tout petit peu au-dessus. Ah oui. Hem Et donc, là, tu vois, j'ai vu que YouTube était mentionné en troisième. Donc, tu vois, YouTube, c'est quand même un des trucs qui ressort le plus et tu pourrais cliquer dessus, par exemple, comme ça, ça pourrait inspirer ta stratégie de contenu peut-être. Donc si on descend, on va voir quelle page. Alors ça, c'est embêtant parce qu'il y a pas le titre, faut qu'on l'ajoute, mais tu pourrais cliquer sur l'URL et ça t'ouvrira, YouTube et comme Ah ça, OK. tu vois, on va voir un peu quels, sujets sont populaires. Alors là, c'est toi en plus qui est ressorti donc très bien. C'est avec, ouais, sur la loi Evin, mais du coup, Ah, c'est pas l'épisode, mère ou père. C'est mmh en gros, j'ai séquencé mon épisode loi Evin oui, en plein de petits épisodes parce qu'il durait 2h30. Il était vraiment très ouais, fourni et du coup, en gros, pour chaque petit épisode, j'avais fait, un titre, une description, les timestamps et cetera, enfin les chapitrages, tout était vraiment, chapitré et là, pour le coup, c'est pas celui qui a le plus de vues ni le qui est linké, donc c'est mmh ça qui est intéressant aussi, c'est se dire,
on recycle son contenu, on le divise, on l'upload sous différents titres, et cetera. Donc ouais, vraiment, recyclez vos contenus, quoi. Et Totalement. ouais, Ouais. OK. Et ça, ouais, c'est super important, de le faire et tu vois, celui-là, il est quand même mentionné 5 fois et si tu cliques sur mentions à gauche, il me semble si je me demande si tu peux pas ouais et là, tu vois dans quel prompt il a été mentionné. Donc tu vois? OK. Donc là, ouais, tu vois, tu es mentionné super souvent, sur des prompts qui ne sont même pas liés à la loi Evin en plus, tu vois? Donc Mmh. voilà. Ouais, donc comme quoi, quand je te posais la question de faire une chaîne YouTube en 2025, ouais, Ouais. ça reste une évidence, Ouais, en fait. ouais et faut savoir que Perplexity adore YouTube. Il adore citer YouTube, il le cite beaucoup. Donc ouais. OK. Et Donc ça, c'est déjà des premières choses et en fait, ensuite, tu vois, tu peux être encore plus, je vais dire, précis un petit peu. Tu vois sur la gauche, tu as la partie stratégie où ouais, on va te donner notamment des backlink opportunities, voilà. Où là, on va te dire, ben, tu devrais aller chercher des backlinks sur ces sites-là. Parce que ces sites-là sont mentionnés par les IA et lorsque les IA mentionnent ces sites-là, elles ne mentionnent pas ta marque. Donc tu as tout intérêt à aller travailler avec eux, tu vois? OK. En plus, Et donc on je voit le connais des site gens de Millet, donc ah bah, voilà, ouais. C'est un distributeur, il me semble, Millet, hein? ouais. Ouais. Donc voilà, là, tu en vois plein. Tu vois, Radio Vino, un autre podcasteur, bah, peut-être intéressant de faire quelque chose ensemble, quoi, Mmh. tu vois? Et on fait la même chose sur les content opportunities, où on va te donner des opportunités de contenu. Et là, on va prendre les prompts qui ne parlent pas de toi, c'est ce qu'on appelle un brand gap, et on va te dire, bah, ce serait intéressant de faire un article dessus. OK. Donc là, l'opportunité de contenu, c'est en gros, tout ce qui n'est pas mentionné, hop, c'est un moyen de créer un nouvel Oui, article de blog ouais, ou un nouveau podcast sur la c'est ça. thématique. Et pour le Ouais. coup, là, je suis bien curieux, quels sont les podcasts les plus populaires qui parlent de bière, vin et spiritueux? Bah, du Mmh. coup, c'est un peu étrange parce que je suis cité là 50 du temps et ça, c'est clairement le Celui-là, il t'a pas cité, ouais. ouais, mais du coup, ça Alors on voudrait pourrait dire que cliquer il faut que dessus je fasse peut-être? un classement, en fait. Faut que je me fasse un Ouais, propre article sur mon site ouais. avec un classement des meilleurs et je me Mmh. mentionne dedans. Enfin, beaucoup de gens font ça, en fait, dans l'idée. Ouais. Oui, oui, c'est et ça marche très bien actuellement, hein, donc ouais. OK. Et tu pourrais cliquer dessus même pour voir peut-être, tu vois, on va voir un peu les réponses qui sont sorties. Ouais, parfait. Alors, Donc là, tu vois, par exemple, Podmust, la page qui est venue, c'est ouais, tu vois, les pages qui sont sorties, c'est que des pages, meilleurs podcasts, liste de podcasts et autres, tu vois? mmh, Donc ce serait vraiment intéressant de le faire aussi pour ressortir là-dedans et bien sûr, tu vas te mentionner aussi. OK. Ouais et puis potentiellement contacter le petit ballon, pour Ouais, leur dire: parce que «Pourquoi je là, suis pas 5 dedans?» podcasts comment? Contacter le Ouais, petit pourquoi ballon je suis pour pas leur dire: dedans? «Ouais, pourquoi je suis pas dedans?» Totalement, Et totalement même Reddit, et quoi. c'est ce que je disais avant, c'est qu'en fait, c'est les mêmes leviers. Levier contenu, levier backlink. C'est juste que faut faire une analyse un peu différente, de celle qu'on fait en SEO, Mmh. quoi OK. et pour info, il y a aussi un autre truc qui est intéressant, si tu cliques sur la gauche dans Search Intelligence, donc ça, c'est ce qui s'appelle le query fan out. On en a parlé un petit peu avant et c'est en gros quand une IA n'a pas la réponse dans sa base de données, elle doit chercher sur le web Mmh. et donc quand elle cherche sur le web, en fait, elle fait une requête sur le web comme un humain pourrait le faire et en fait, nous, on est capable d'identifier ces requêtes et de vous les ressortir. De dire: «Voilà la requête que l'IA a tapée». Donc on récupère ça dans le code source, hein, des différents, LLM et donc on voit par exemple que, Perplexity, quand tu mets un prompt: «Quelles sont les tendances boissons les plus marquantes à surveiller en 2025?» bah, lui, il va taper sur Google: «Tendance boisson 2025». Donc si toi, tu es bien placé sur Google sur tendance boisson 2025, bah, ça marche bien et tu tout int et tu vois là, à chaque fois, il y a 2025, tu vois? Donc tu as tout intérêt à bien mettre dans ton meta title et ta méta description que tu parles de 2025. Mmh. Ouais, donc tous les articles, quand on les change alors moi, souvent, je mets pas ça dans l'URL parce que, je crois que Google aime pas trop qu'on change les URL ou voilà, mais par contre, Oui. dans les titres et dans les Ouais descriptions et et dans ton intro aussi. et dans l'intro, ouais. Bah, tout ce Mmh. qui est de l'année d'avant, ça squeeze et j'ai même aussi des contenus où j'avais référencé, mars 2022, février 2022. Je faisais des articles, hebdomadaires sur les meilleurs packaging.
Et du coup, dans l'URL, c'était mars 2022, février, machin. Et Ouais. ça, j'ai vu dans la sitemap que c'était des choses que le moteur de recherche n'allait plus rechercher. Donc, en gros, l'idée, je pense, c'est de condenser tout ça et les Ouais, mettre dans les meilleurs packaging design de voilà. 2025. Ouais. Et ouais, Et tu rediriges tout comme ça envoie du jus et là, c'est ultra puissant. ok. Et du coup, ce qui est intéressant aussi, c'est que tout à l'heure, on a parlé des pages anglaises. Euh, à quel point c'est intéressant pour une marque de boisson bah, de créer sa version Mmh. anglaise, ou en Yes. tout cas bilingue ou voilà, multilingue. Mmh. C'est quoi les outils à utiliser, les meilleurs tips, et surtout les erreurs à pas faire quand on duplique son site en anglais ou autre? Alors, je pense que chaque cas va être un petit peu différent, mais je pense que c'est intéressant déjà parce que tu vas avoir, même en France, tu vois, il y a plein de gens parlent pas français en France, tu vois, donc ça va te per eux aussi, ils ont besoin de consommer, donc le fait d'avoir une version en anglais, ça va peut-être t'aider à te positionner pour ces personnes-là. Donc déjà, ça, c'est à ce niveau-là, tu vois, je pense que c'est plutôt intéressant. 2e chose que je ferais, c'est vérifier est-ce que les IA sur ton sujet citent beaucoup de sites en anglais? Si c'est le cas, d'autant plus intéressant. Là, on Et parle que après en d'IA, termes hein, de on parle pas de référencement Google dans ce que tu Tu pourrais aussi regarder les requêtes, Google, tu vois, en anglais les plus cherchées sur ton marché, tu vois? Tu vois, par exemple, une marque de boisson sans alcool, est-ce que, la recherche, no alcohol drink, combien de requêtes combien de recherches de volume ça représente par mois? Je pense que c'est très intéressant à chercher. Ouais. Bah, pour le coup, pour l'avoir testé, ouais, j'ai rédigé, la version anglaise de mon podcast Tendance Boisson 2025, que j'avais fait un long article de tendance qui avait bien ranké, et la version anglaise, bah, je l'ai faite il y a pas forcément, longtemps, et là, si je partage le screen, on peut voir quand même l'évolution, et ça me donne aussi une évolution de la santé du marché à ce niveau-là. C'est qu'en fait, je vois mes articles de spiritueux qui sont un petit peu en baisse, et les articles de non-alcoolic beverage qui sont en Qui montage en explose. flèche. Ouais, Donc depuis janvier ou février, 146, et puis après ça montait ouais. ouais, jusqu'à 400. Ouais, ça fait x4, mais en tout cas, Mmh, voilà, il y a une bonne montée quoi, en peu de temps quoi. clairement. Mmh. Et en plus, maintenant, tu as quand même des outils d'IA qui te permettent de gagner du temps un peu sur la traduction. Hem, je ne retrouve pas le nom d'un outil que plusieurs clients ont utilisé récemment, mais on pourra le mettre en description, on retrouvera. Mais en tout cas, ça peut te permettre de gagner beaucoup de temps. Ce à quoi il faut penser quand même, c'est que le monde idéal, c'est que chaque page de ton site soit traduite dans une version anglaise et que, tu vois, le maillage interne se fasse. Souvent, l'erreur que font les gens, c'est d'envoyer le maillage vers la home page en anglais. Donc, quand les gens sélectionnent la langue, ils vont vers la home page et c'est dommage. Moi, je préfère envoyer du jus sur chaque page. Comme ça divise le jus. Donc, la version anglaise de cocktail sans alcool renvoie vers la version française de cocktail sans alcool Mm. quand tu changes la langue. Tu vois, comme ça, ton maillage interne est encore plus puissant. Et puis après, voilà, essayer de traduire le maximum de pages parce que sinon, quand les gens ils vont aller d'une langue à une autre, s'il y a des 404 qui apparaissent, en fait, Google déteste ça parce qu'une 404, c'est une impasse, en fait, dans un quartier. Et pour un robot, une impasse, c'est pas très agréable, quoi. C'est comme toi en voiture, quand tu es coincé dans une impasse, faut que tu fasses demi-tour, machin et autres, c'est jamais pratique, quoi. Ok. Donc ça, ouais, je pense déjà, si tout le monde respecte ça, déjà, ils seront pas mal, quoi. Ouais, d'où aussi le fait de pas non plus s'éparpiller. On dit créer du contenu, créer du volume, etc. Faut le créer intelligemment, faut pas non plus faire 30 000 articles, parce qu'après, si on fait une version anglaise, bon bah, soit on décide de squeezer le côté blog et puis il le référence pas ou il l'indexe pas, soit il le fait et puis il Mmh. faut que ce soit bien fait, parce Ouais, que un slash c'est en ça. qui a après une fin d'URL en français, c'est pas fou quoi. Ouais. Donc ouais, bien pensé à Et tout en ça. fait, là, tu vois, sur sous ce podcast, on a donné les conseils de ce qu'il faut faire. Mais en fait, après, tout le sujet, c'est de prioriser. Et c'est là que soit les personnes qui nous ont écoutés ont suffisamment d'expérience pour prioriser, soit il faut pas se faire aider, quoi, sur du SEO, du GEO, par des personnes comme nous, entre guillemets, qui vont t'aider à prioriser et te dire aujourd'hui, la tâche qui a le plus d'impact pour ton business, c'est ça, quoi. Mmh. Oui, parce qu'on pourrait se dire: «OK, je vais aller à fond dans la technique, dans le SEO technique, donc dans toutes les balises, enfin le côté geek d'un site web».
Alors qu'au final, peut-être qu'un SEO va te dire, en fait, crée une chaîne YouTube, fais du social media et arrête de te prendre la tête juste sur ton site internet. Mais Ouais. Tout le jeu, c'est de choisir les bonnes priorités pour que ça paye et ça rapporte au business, quoi. OK, Mmh. top. Bon, bah, on a déjà fait un bon tour d'horizon. Est-ce qu'il y a pardon, bah, du coup, je m'étouffe. Est-ce qu'il y a des choses, auxquelles, tu aurais pensé, que tu aurais voulu nous partager en plus? Écoute, on a commencé ce podcast, il faisait jour, il fait nuit, donc je pense qu'on est bien. Non, non, honnêtement, je pense que c'était un bon résumé. Je pense qu'il y a en termes de marque d'alcool, souvent, il y a beaucoup de stratégies de branding. Je vois beaucoup de dépenses en branding et on oublie vraiment le côté SEO, le côté média. Et en fait, ça a vraiment une puissance parce que ça a une grosse puissance de conversion, ça a une grosse puissance d'acquisition. Donc, vraiment creuser ça et il y a vraiment des très beaux potentiels, pour vous. Et puis, voilà, faites-vous une liste un peu de priorités, des contenus qu'il faudrait faire et à partir de là, déjà, vous serez avancé, beaucoup plus avancé que beaucoup d'autres gens. Carrément. Eh Mmh. ben, c'est un beau mot de la fin. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Est-ce que tu peux nous repartager, tes outils et tous tes liens? Bien sûr, pour tous ceux qui veulent essayer Query, c'est quwairy.co. Ceux qui veulent me contacter, vous pouvez me trouver sur LinkedIn, Luca Fancello, Luca espace Fancello. Pour m'envoyer un message, soit LinkedIn, soit vous allez directement sur mon site, luca-fancello.com. Et puis pour ceux qui voudraient un petit peu se distraire en lisant des articles de blog, ben, vous êtes les bienvenus sur BrewNation. Et tu as une chaîne YouTube aussi? Exactement, oui, ça on n'en a pas parlé, c'est vrai que c'est le podcast, Position Zéro et j'ai ma chaîne YouTube, Luca Fancello. En fait, tu tapes Luca Fancello, tu trouves Voilà. tout. Ça sera plus simple comme ça. Ouais, c'est ça. Donc j'ai une chaîne YouTube où je partage chaque semaine, des conseils sur le SEO. J'ai une newsletter aussi sur le SEO qui s'appelle la lettre du SEO. Sur laquelle je partage aussi chaque semaine des conseils, SEO. Donc voilà, si vous voulez vraiment progresser, en tant que marque, de boisson sur ces sujets, je pense que c'est le mieux à faire. OK, parfait. Bah, c'était hyper intéressant. Moi, je suis un aficionados du référencement, donc forcément, j'y ai trouvé mon compte. Merci beaucoup pour ta présence et puis, bah, on se tient au courant pour la suite et pour tous ceux qui nous écoutent, j'ai pas envie de dire à la semaine prochaine parce que ça en fait trop à produire, mais voilà, dans 2 semaines, quelque chose comme ça, 3 semaines, on verra bien. Allez, à plus! Merci beaucoup, salut! Ciao.